cœur, ce nouveau lieu de pédagogie et de débat sur le changement climatique. Je suis Yann Françoise et avec Esa Mesquel, on a le plaisir d'animer les conversations climatiques, un nouvel endroit de débat, de présentation où on prend le temps pendant 3/4 d'heure, 1 heure, avec une personnalité pour débattre d'un sujet tranquillement, casser parfois certains clichés, revenir sur les fondamentaux. Et ce soir, donc, nous avons la chance et le plaisir d'accueillir Eva Sadoun pour discuter d'un titre où on a beaucoup réfléchi dessus. Économie et climat, faut-il rendre compatible l'incompatible? Voilà, donc on va avoir 3/4 d'heure, 1 heure de débat avec Eva. Et bien évidemment, on vous laissera la parole. Une première aussi ce soir, on est très très content que ce soit pour les conversations climatiques. L'Académie du climat nous accompagne avec une traduction en langue des signes. Donc bienvenue bien évidemment à tout le public. Et une précaution en revanche d'usage, quand vous aurez le micro pour poser des questions, attendez d'avoir le micro pour poser la question afin que la traductrice puisse bien tout entendre et traduire pour tout le monde. Voilà, et je vous propose qu'on commence. Et Esa, présentation d'Eva. Merci Yann, bonsoir à toutes et tous. Bonsoir Eva et merci une nouvelle fois d'être avec nous ce soir. Eva, vous êtes entrepreneuse. Vous êtes également cofondatrice d'une plateforme d'investissement dans les entreprises à impact social et environnemental, l'ITA, on va en reparler au cours de la conversation. Et puis vous avez aussi été coprésidente du mouvement Impact France, un mouvement issu du rapprochement entre Tech for Good France et le mouvement des entrepreneurs sociaux. Et puis aussi vous avez publié récemment un livre, Une économie à nous, changer de regard pour redéfinir les règles du jeu. C'est ce changement de regard, c'est ce regard, votre regard qui nous intéresse ce soir, parce qu'on avait envie effectivement d'aborder ce sujet de la finance, du climat, de l'économie du climat. On va revenir aussi sur ces termes pour démarrer la discussion. Mais c'était justement cette idée de se dire dans un monde qui se transforme, qui engage aussi des transitions, les transitions écologiques, socio-écologiques. Certains appellent à changer de regard, à promouvoir une économie en adéquation avec les enjeux planétaires notamment. Une économie donc à la fois écologique, sociale, juste, durable, mais aujourd'hui avec une vision qui apparaît, une vision de l'économie qui apparaît traditionnellement plutôt productiviste, axée sur la performance. On se questionne aujourd'hui sur la compatibilité avec les objectifs écologiques. C'est tout l'intérêt de notre discussion aujourd'hui, de rapprocher ce sujet des enjeux climatiques. Donc face à cette économie qui semble détruire sans passer à la caisse, quelles transformations sont devenues absolument nécessaires et lesquelles sont encore possibles aujourd'hui? C'est ce qu'on se propose d'échanger aujourd'hui. On va entamer les questions, mais vraiment l'idée du format aussi de la conversation climatique, c'est que vous puissiez poser vos questions. Donc on aura des temps de questions qui vous seront dédiés et n'hésitez pas à prendre la parole à ce moment-là. Alors Eva, est-ce qu'on peut démarrer la conversation en reposant un peu les bases? De quoi on parle quand on parle d'économie et de finance? Bon, déjà, merci vraiment à toutes et à tous d'être présents. Je suis très émue de vous voir toutes et tous là. Je pense que c'est hyper important de se poser ces questions aujourd'hui parce que c'est un des enjeux fondamentaux et un des freins fondamentaux. Déjà, la prise en compte de ces sujets d'un point de vue individuel et les changements à ce niveau-là, c'est un des freins fondamentaux qu'on voit face à la transition écologique et sociale globalement. Alors, je vais commencer par une petite histoire personnelle parce que je pense que là, vous êtes aussi là pour de mieux comprendre effectivement ces enjeux économiques. Et je vais vous dire pourquoi moi, je me suis engagée dans ces milieux-là. Je trouve que c'est important. Alors qu'à l'origine, j'étais pas du tout sensibilisée à ces enjeux-là. Je me voyais pas du tout faire une prépa économique, un doctorat d'économie, intégrer une business school ou quoi quand j'étais au lycée. J'étais plutôt artiste, militante. Et bon, après... Le problème économique m'a poussée à entrer dans une prépa maths. Le problème économique, donc, le fait de ne pas avoir des parents propriétaires. Je me disais, être artiste, c'est pour les gens déjà riches, c'est pour les gens qui ont déjà un bagage. Alors, c'est peut-être un peu bête, mais en tout cas, c'est la vision que j'avais. Et puis, en plus, je venais d'une famille dans laquelle on n'était pas artiste. Il fallait trouver un vrai métier. Donc, bon, j'ai un peu vu les matières dans lesquelles j'étais plus meilleure. Les maths en faisaient partie. Donc, j'ai intégré une prépa économie et maths pour... l'ENS Cachan pour passer les concours à Normal Sup, vraiment par hasard. Donc on va être tout à fait honnête ici, c'est vraiment par hasard. On va dire que le seul truc qui a été pour moi, qui a rendu cette décision pertinente, c'était 2008. Donc moi j'ai eu mon bac en 2008, on peut faire le calcul. Et en 2008, il s'est passé quoi? Il y avait la plus grosse crise financière qui a apparu et qui nous a montré quelque chose qu'on pouvait voir comme un petit phénomène économique
de l'autre côté de l'océan pouvait avoir des conséquences irréversibles pour des pays européens, pour nos économies, et faisait l'effet vraiment d'une bombe. Je me suis dit, c'est quand même intéressant de se poser les questions du pourquoi. Allons voir ce qui se cache derrière cette économie, cette finance. Intégrons cette prépa économique. Et cette prépa, elle m'a fait un électrochoc sur le fait... Enfin, pour la première fois, j'avais l'impression de comprendre les règles du jeu. C'est-à-dire que dans mon militantisme, avant ça, j'avais l'impression de me battre contre des visions politiques, contre une volonté de certains ou de certaines de ne pas prendre en compte cette justice sociale au quotidien. Et en fait, avec la prépa, j'ai réalisé à quel point l'économie était partout et l'économie structurait finalement nos décisions et qui me permettait de vraiment comprendre la manière dont fonctionnait le monde. Ça m'a fait cet électrochoc-là, et c'est pour ça que je m'y suis intéressée et que j'ai eu envie vraiment d'expérimenter, de tester, de réfléchir, d'étudier tout ce que recouvrait l'économie. Alors pourquoi être allée vers la finance derrière ? C'est que pendant mes études économiques, finalement, j'ai réalisé que la finance était en plus la colonne vertébrale de l'économie, qu'elle préfigurait énormément de choses, que ces décisions pouvaient avoir un impact sur l'économie qui régnait dans la société, et qu'il fallait du coup que je m'y intéresse. Alors maintenant, on va répondre à la question. Mais je pense que c'est important de parler du déclic pour peut-être faire éveiller un déclic chez vous. Peut-être cette conférence va éveiller ce déclic. Peut-être que vous avez déjà fait ce déclic, c'est pour ça que vous êtes là. Peut-être que vous avez des questions que vous posez. J'ai vraiment trop hâte qu'on ait cette partie d'échange aussi. Alors, l'économie, il faut revenir un peu aux fondamentaux. Déjà, il y a un problème dans le thème. Faut-il rendre compatible l'incompatible ? L'économie, à la base, c'est oikos nomos, l'organisation de la maison. Donc, l'idée de penser la manière dont en fait on organise nos sociétés. Donc le rôle de chacun des acteurs dans cette société. L'économie, elle a pris une place très importante au niveau civilisationnel. Moi, je trouve, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Chaque économiste, chaque historien a sa propre analyse. Je n'ai pas la réponse à tout. Moi, c'est mon analyse. C'est qu'aujourd'hui, depuis effectivement la fin de la Seconde Guerre mondiale et depuis Bretton Woods, on vit dans une civilisation économique. On vivait dans d'autres civilisations avant, et aujourd'hui, on habite dans une civilisation économique. Et c'est quoi une civilisation économique ? C'est une civilisation dans laquelle l'économie vraiment préfigure la société et un peu donne un rôle social aux individus et organise nos rapports sociaux les uns avec les autres. L'économie, elle est partout. Pourquoi ? Elle est naturellement dans le politique, on s'en rend bien compte. On se rend bien compte effectivement qu'une décision politique n'est pas possible si on n'a pas l'aval du secteur économique. L'économie est d'ailleurs utilisée souvent, et la finance aussi, comme une justification d'être capable de mettre en place ou pas notamment des politiques climatiques. Les activistes vont demander effectivement de faire de la rénovation énergétique des bâtiments. L'État répond, on n'a pas les moyens. C'est tout le temps comme ça, c'est tout le temps des décisions économiques qui se jouent à chaque fois qu'on veut faire avancer la société dans un sens ou dans l'autre. L'économie, elle est aussi dans l'intime. Et je pense qu'on n'en parle pas assez, c'est aussi un énorme problème. C'est-à-dire qu'elle est au niveau vraiment même du couple. On sait que les violences économiques sont toujours encore extrêmement présentes dans la société. Il y a une étude IFOP qui est sortie récemment qui montre que 41% des femmes ont subi au moins une violence économique dans leur foyer, et que ce pourcentage peut parfois doubler dans le cas de l'arrivée d'un premier enfant. Donc l'économie peut même être un vecteur de domination dans le couple. L'économie, c'est aussi très intime, ça veut dire personnel. Nos choix à nous individuels vont être organisés par l'économie. Je vous ai parlé de mon point à moi. On ne peut pas être artiste parce que pas les moyens, pas de patrimoine. Et ces questions de patrimonial, ces questions d'économie ont un rôle vraiment même dans nos décisions individuelles, et vont même et c'est un sujet que je traite en ce moment, vont même jusqu'à même définir notre rapport aux soins à nous-mêmes, dans la manière dont on prend soin de nous, le temps qu'on a effectivement pour le faire, la manière dont on est censé le faire, etc. L'économie, c'est aussi une idéologie. Après la guerre froide, et ça c'est la deuxième, pour moi, ça a commencé à Bretton Woods au moment où effectivement il fallait définir des indicateurs économiques pour organiser la société. Et puis même il y avait ce rêve que l'économie puisse remplacer la guerre. On sortait quand même de périodes extrêmement tragiques. Et on avait ce souhait d'organiser nos sociétés différemment, ce rêve que l'économie puisse réguler finalement la société. Et puis la deuxième période qui a effectivement encore plus engagé notre civilisation à devenir plus économique encore, pour moi c'est effectivement le début des années 90 et la fin des années 80, où effectivement il y a le modèle de liberté américain effectivement qui a gagné d'une certaine manière, associé effectivement à des valeurs aussi économiques capitalistes qui
se sont présentées comme des valeurs de liberté, mais étaient aussi des valeurs, on en parlera ensuite, qui ont un impact concret sur l'environnement, vu que c'est quand même ça le sujet aujourd'hui. Et en plus, c'était une période qui a connu, on pourra en revenir sur les termes, hein, une période de financiarisation de l'économie. C'est-à-dire que historiquement, donc avant les années 90, pendant 30 ans, on avait la période des 30 Glorieuses. Donc les 30 Glorieuses, c'était une période dans laquelle la croissance économique permettait l'amélioration de l'espérance de vie. Donc ce rêve de l'après-guerre, qui était un rêve que la croissance économique allait améliorer notre espérance de vie, globalement, il était plutôt respecté pendant cette période. On voyait vraiment un lien entre croissance économique, amélioration de l'indice de développement humain, amélioration de notre système social, etc. Et puis, finalement, cette croissance, au fur et à mesure, elle commençait à baisser. L'économie commençait effectivement à vivre des chocs dont on parle maintenant encore et qu'on a déjà vécu à cette époque-là, qui étaient des chocs pétroliers, qui étaient liés aux énergies fossiles déjà à l'époque. Donc c'est important là avec le thème qu'on est en train de traiter aujourd'hui. Et du coup, qui avait un impact négatif effectivement sur la situation économique. Et la réponse, en fait, c'était pas de dire, bon, on va essayer de repenser notre système, du coup, parce que finalement, face à tous ces risques, qui étaient plutôt des risques politiques à l'époque, liés aux énergies fossiles, il faudrait peut-être qu'on réfléchisse à notre dépendance. Non, on s'est dit, la finance peut finalement doper cette croissance. Et c'est à partir des années 90 que le système financier s'est extrêmement développé. La taille des actifs dans le monde s'est multipliée par 10 et aujourd'hui, on est dans une situation dans laquelle le secteur financier pèse 4 fois le PIB. Donc c'est qu'en fait, on a une décorrélation totale entre le système financier et l'économie. Donc on est rentré dans une période un peu de frénésie économique, une frénésie de l'économie capitaliste qui nous met aujourd'hui dans une situation dans laquelle le système est devenu énorme. Et souvent, je fais le parallèle, pour vous donner des images, parfois un peu violentes, comme je vais le faire maintenant. Je fais le parallèle avec un livre qui m'a fait aussi un autre électrochoc, parce que j'ai repris les études de philo il y a 5 ans, qui est un livre qui s'appelle Nous, fils d'Eichmann, de Gunther Anders, qui est un philosophe autrichien, puis devenu allemand, et qui, lui, dans son livre, écrit une lettre au fils de Eichmann, donc le cerveau derrière l'Holocauste, et il lui écrit une lettre en disant tu dois intervenir, tu dois laver les horreurs que ton père a fait, et qui fait le parallèle entre, alors c'est aujourd'hui d'ailleurs un peu controversé, hein, mais c'est pour vous donner un parallélisme, entre la possibilité d'avoir effectivement eu quelque chose comme l'Holocauste qui était capable de se produire, et ce qui se passait dans le secteur du nucléaire, qui à l'époque effectivement était extrêmement pas du tout contrôlé, qui avait des impacts dévastateurs sur l'environnement, sur les individus, etc. Et lui, la comparaison qu'il fait, c'est que comme le système de l'Holocauste, le système et le secteur nucléaire est un système qui a pris une taille tellement monstrueuse, qui s'est tellement surintermédié, avec des méthodes tellement quantitatives, etc., que c'est effectivement quand on surintermédie qu'on perd le sentiment de responsabilité, que le monstrueux peut apparaître et qu'on n'est même plus capable de maîtriser les impacts et d'intervenir pour que le monstrueux ne se passe pas. Donc c'est sa vision, c'est qu'à partir du moment où un système devient complexe, énorme, intermédiaire, on n'en mesure plus les impacts, les personnes qui y participent ne se rendent même plus compte qu'ils participent à ce système-là, ça autorise aussi l'opacité, ça autorise aussi la mauvaise information, et surtout, ça désincarne en fait. Et quand on désincarne, on perd le sentiment de responsabilité. Il y a un autre philosophe qui s'appelle Emmanuel Levinas qui parle aussi de ça. À partir du moment où on ne voit plus le visage, c'est à ce moment-là qu'on n'est plus capable de ressentir ce sentiment de responsabilité. Et c'est finalement cette machine économique qui est devenue tellement importante, moi je pense, qui a du coup fait et laissé place à énormément d'horreurs, de destruction, d'extraction, d'aliénation, par sa taille, par son intermédiation, par le fait que c'est devenu l'entreprise et l'économie, c'est devenu un système finalement dans lequel on n'a plus la maîtrise, qu'on n'arrive plus à incarner. Et il s'agirait aujourd'hui, avant toute chose, de réincarner ce système, et c'est un peu
pour ça que moi je me suis engagée à travers ces entreprises, ces mouvements et tout, de réincarner un système pour être capable de lui donner une finalité. Je peux vraiment continuer très longtemps, donc interrompez-moi. Mais c'est ce qui explique en fait finalement cet énorme décalage en fait dans ce que vous présentez. Effectivement, les notions d'économie et de finance, on y fait tous face au quotidien. Donc ça fait partie en fait de nos activités au jour le jour. Et pour autant, effectivement, on a l'impression de quelque chose de complètement désincarné et d'un système très très lointain. Enfin, en tout cas pour ce qui me concerne, par exemple, pour moi, c'est quelque chose qui me semble assez lointain et dont je ne mesure pas en fait ma connexion et mon lien avec cet système ou cette machine en fait que vous mentionnez. Donc je pense qu'effectivement c'est extrêmement intéressant d'avoir cette description en fait et de nous ramener en nous disant si il existe un lien, on peut réincarner le système économique et le lien, vous avez déjà mentionné plein d'exemples avec le climat, avec les énergies, avec la transition écologique. En fait, ils sont multiples et on peut intervenir à différents niveaux. Mais peut-être qu'on peut revenir un peu plus justement sur les impacts. Sur l'économie et climat. C'est une conversation climatique. Oui, pardon. Donc, non, et c'était très intéressant. Et justement, vous évoquiez dans l'introduction un effet papillon qui était les subprimes, si on peut oser utiliser ce terme-là. Et donc, la question qui se pose maintenant, est-ce que le changement climatique, avec tous les chiffres qu'on entend à chaque fois qu'il y a une catastrophe ou autre, là, très récemment, par exemple, les inondations dans le nord de la France où les assureurs annoncent 2 milliards d'euros au minimum, l'Agence européenne d'assurance qui a annoncé qu'il y avait 500 milliards qui avaient été dépensés ces 10 ou 15 dernières années en assurance, en réassurance derrière. Malgré tout, ce sont des chiffres pour le commun des mortels extrêmement importants. Sur le domaine financier, c'est une goutte d'eau. Donc, est-ce que ces désastres climatiques, tout le changement climatique qui arrive et ce mur qui nous arrive dessus, peut avoir actuellement une quelconque influence sur l'économie actuelle? Absolument. Mais le grand risque... Alors, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'effectivement, les grands financiers, les grands assureurs, les grandes entreprises ont compris, hein, en vérité. Hein. Ça, pour moi, je ne sais pas si ça vous rassure, parce que vu que l'action est limitée, mais en tout cas, ils l'ont intégré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils maîtrisent leurs risques, et ils maîtrisent ce risque précis qui est l'impact que les catastrophes climatiques ont sur leur activité. Donc, je vais vous dire un truc caricatural, mais c'est ça. Hein. J'ai une usine qui est exposée à des inondations. Quel risque je prends à continuer de développer cette activité-là, etc. Par contre, ce qu'ils ne font pas, et en tout cas ce qu'ils ne prennent pas au sérieux, c'est l'impact que eux et elles ont sur le réchauffement climatique. Et ça, c'est un gros combat en ce moment qui se passe entre les économistes et l'économie de marché américaine et l'économie européenne. C'est le gros débat du moment. C'est que nous, en Europe, même si toutes les entreprises européennes ne le font pas, mais en tout cas la vision des régulateurs, des gens qui régulent le secteur économique, c'est d'analyser l'impact des entreprises selon ces deux prismes. L'impact que le réchauffement climatique a sur leur activité et l'impact que ces entreprises elles ont sur le réchauffement climatique. Vous, quand vous pensez normalement impact des entreprises et réchauffement climatique, vous pensez l'impact d'une entreprise sur le réchauffement. Voilà. Donc ça, c'est la vision normalement commune. On se dit, il faut que l'entreprise arrête de détruire la nature, arrête d'émettre du CO2. Les entreprises américaines, elles ne fonctionnent que à l'inverse. Donc l'impact que le réchauffement climatique a sur eux. Et en ce moment, il y a une bataille comptable. Hein. C'est bon, c'est pas très fun, mais c'est ce qui se passe et ça peut avoir des conséquences énormes. Des acteurs des entreprises américaines qui veulent qu'on évalue les conséquences du réchauffement par les acteurs économiques qu'en matière de risque physique pour leur activité et pas en matière de l'impact qu'eux ils vont avoir et elles vont avoir. Et ça, c'est extrêmement risqué parce que en fait, on sait que le secteur économique est responsable du réchauffement climatique. Voilà. Les entreprises l'action des entreprises, c'est celle-là qui est responsable du réchauffement climatique. Même si l'action individuelle est responsable à travers l'action des entreprises, au final, si on ne fait pas double comptage, celui qui agit, c'est l'entreprise. Au final, qui propose des produits, etc. Donc c'est une vision qui est assez risquée, sur laquelle il faut se former pour pouvoir effectivement montrer que c'est quelque chose d'important. Voilà. La question était... Non, mais la question était partiellement répondue, mais c'était l'influence du changement climatique sur l'économie ou sur ce monde justement un peu schizophrène. Mais c'est exactement aussi ce que citent régulièrement les rapports du Forum économique de Davos, qui ces dernières années, hormis bien évidemment cette année, mettait en premier risque économique pour le Forum économique le changement climatique, mais dans cette vision de risque direct et pas de moi-même je concours à ce risque. Absolument. Donc, quels sont, à un moment donné, les grands obstacles de ce monde financier pour être en connexion avec l'économie réelle à l'intégration de ces problèmes climatiques dans les années à venir? On est à la vent-veille,
de la COP28, où à nouveau les enjeux de la finance vont être marqués dedans. Et si ce n'est vu que dans le côté de responsabilité d'un tiers et d'attendre aussi à nouveau que la régulation vienne des États sans que le monde économique s'autorégule, on arrive effectivement dans le mur. Tout à fait. Alors déjà, je vais commencer par des bonnes nouvelles. Parce qu'en ce moment, il y a pas mal de bonnes nouvelles à ce niveau-là. La plupart des banques européennes ont arrêté le financement du pétrogazier depuis quelques mois. Complètement. Donc vous voyez, vous pourrez voir dans les classements que des banques qui étaient genre 8e en termes d'encours sont passées 34e parce qu'elles ont complètement coupé les prêts au secteur pétrogazier. Les grandes banques européennes, par contre, parce qu'on parle du pétrogazier comme celui qui a un impact systémique sur le réchauffement. Enfin, l'enjeu, je ne sais pas quel niveau à chaque fois on a en termes de connaissances et tout, sur la question même du changement climatique, mais l'enjeu aujourd'hui, c'est d'arrêter l'extraction des énergies fossiles et de ne pas les consommer pour être capable de maintenir le réchauffement à 1,6. Aujourd'hui, c'est à peu près les scénarios de l'Agence internationale de l'énergie, c'est à peu près 1,6. Et ça nécessite d'arrêter tous les financements à l'industrie pétrogazière d'ici à 2030. La plupart des acteurs financiers européens, et j'ai bien européens à raison, ont arrêté le financement des énergies fossiles. Maintenant, ils continuent effectivement à être actionnaires de beaucoup de ces entreprises pétrogazières. À travers leur actionnariat, ils peuvent ou essayer de bloquer ces projets, parce qu'en tant qu'actionnaire, on a des leviers. Et très dernièrement, d'ailleurs, il y a eu un vote sur une grosse entreprise énergétique que je ne vais pas citer pour ne pas encore me mettre dans la galère, mais d'un vote sur un plan 1,5 degré qui aurait comme impact que grosse entreprise énergétique française arrête le développement de projets pétrogaziers. Les Européens ont tous voté pour. Les Anglo-Saxons ont voté contre. 30% de pour, 70% de contre. Maintenant, on fait quoi en fait ? C'est quand même un vrai sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des acteurs européens qui quand même sont assez avant-gardistes. Mais maintenant, comment on fait effectivement pour avoir une influence au-delà ? Mon avis, c'est que je pense que là, c'est là que l'État et l'Europe ont un rôle à jouer. Dans la régulation, mais dans l'actionnariat aussi. Dans ces périodes de transition, dans toutes les périodes de transition économique, l'État a pris un contrôle sur les entreprises pour atteindre certains objectifs. C'est le moment pour Bruno Le Maire, s'il m'entend, de prendre des participations dans les grandes entreprises énergétiques françaises et d'opérer une transition de ces entreprises énergétiques. Sinon, les projets pétrogaziers, là en ce moment, en projet de gaz par liquéfaction qui se passe en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le projet peut-être ICOP dont vous avez beaucoup entendu parler d'extraction pétrolière, des projets en Russie, etc., vont continuer à être financés par des acteurs financiers internationaux, chinois, américains, etc. Il y a une possibilité quand même d'agir, mais at some point, pardonnez-moi pour cet anglicisme, il va bien falloir effectivement qu'il y ait un moyen de contrôler que l'argent ne puisse pas aller directement vers ces projets. Donc ces projets sont mis à l'épreuve par le fait que les banques européennes arrêtent de financer, c'est vrai, et notamment même des assureurs qui arrêtent d'assurer ces projets-là, parce que ces projets sont hyper risqués en fait, au final. Et c'est ça aussi le truc qui est bien dans le fait d'avoir évalué. Parce que souvent, j'ai vu pas mal, j'en parlais aussi beaucoup avec des amis activistes, ils disent que de passer du temps à évaluer les risques physiques, les risques climatiques, c'est beaucoup d'énergie qui est mise pour pas réguler. Mais en fait, le problème, c'est que ce milieu économique, il ne fonctionne que par le quantitatif, que par l'évaluation des risques, et que c'est des méthodes qu'on est obligé d'investir énormément pour que le secteur économique change sa trajectoire. L'action des individus a énormément d'impact, notamment sur les banques. Moi, j'en parle beaucoup avec beaucoup de banques parce que j'essaie vraiment de les accompagner. Je ne suis pas en mode je te parle pas parce que tu n'es pas à mon niveau. Enfin, non. Enfin, faut vraiment avoir des échanges avec les personnes dans ces institutions. Le levier, effectivement, de la performance à long terme et tout, est un levier pour lequel ils sont en train d'arrêter le pétrogazier. Mais c'est beaucoup le levier de réputation qui a fait qu'ils arrêtent. Parce qu'ils en ont marre, en fait, de voir leur institution complètement dévalorisée sur la place publique. Donc, vraiment, s'engager en tant qu'individu dans ces campagnes-là, vis-à-vis des acteurs financiers, vis-à-vis des grandes entreprises, ça a vraiment de l'impact. On voyait en ce moment, il y a énormément de pubs qui est faite par beaucoup d'énergéticiens pour montrer à quel point ils sont clean, des trucs un peu, je ne sais pas si vous avez vu les pubs mais de Patrick Pouyanné, le PDG de Total, il y a un garçon qui répond à des questions et le garçon lui dit mais es-tu climato-sceptique? Il dit non, je ne suis pas enfin, ils mettent du temps, quoi. Des grands PDG, ils mettent du temps sur des campagnes comme ça parce que l'enjeu réputationnel, il est hyper important. Donc là, vous avez, entre guillemets, un rôle à jouer sur ces campagnes-là. Ça, je vous le garantis.
Voilà. Et aussi, ce qui a vraiment été le truc qui a aussi fait beaucoup basculer, parce que c'est aussi important de montrer les acteurs qui travaillent aussi à faire basculer ces visions-là, c'est aussi beaucoup de travail de Christine Lagarde sur les tests climatiques au niveau européen. Elle a commandé depuis quelques années des évaluations de risques climatiques pour les grands acteurs financiers pour pouvoir évaluer s'ils étaient prêts justement à la transition et tous les impacts que ça allait avoir. Et ces stress tests climatiques ont eu vraiment des impacts extrêmement forts dans ces structures-là, ce qui a fait qu'elles se sont aussi transformées. Maintenant, je pense qu'on a atteint une phase dans laquelle la pédagogie sur l'extraction fossile, elle est plus ou moins réalisée. Tout le monde ne pense pas ça, moi je pense ça. Par contre, maintenant, le truc sur lequel il va falloir investir, c'est la transformation des chaînes de valeur. Parce que notre économie, elle pompe des énergies fossiles à n'en plus finir. Elle ne fonctionne que par la croissance des énergies fossiles. Les chaînes de valeur sont structurées d'une telle manière à ce qu'on puisse puiser dans les énergies sans s'arrêter. Et du coup, l'enjeu maintenant, c'est de se dire comment on fait pour avoir des entreprises qui sont capables de vivre sans dépenser de l'énergie, parce que vous connaissez les rapports peut-être sur le découplage, etc. Mais aujourd'hui, au vu de l'état de l'innovation, de la quantité de métaux qu'il faut pour la production d'énergie renouvelable, etc., on ne peut pas maintenir la croissance du PIB à 3% comme elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'est pas capable, effectivement, de se dire on substitue les énergies fossiles aux énergies renouvelables et on peut continuer comme hier. Aujourd'hui, concrètement, c'est de une impossible parce qu'on n'a pas les technologies capables de produire autant d'énergie déjà. De deux, parce que la production de ces énergies va nécessiter énormément d'extraction de métaux. La production de ces énergies aussi en masse va nécessiter énormément de déplacements parce que les panneaux solaires sont produits ici pour être déplacés là. Parce qu'en plus, le cycle de vie d'énormément d'énergie renouvelable est quand même assez compliqué à maîtriser aujourd'hui. Parce que aussi, bon ça c'est un gros problème, mais il y a un problème d'adhésion aussi des populations locales au déploiement des énergies renouvelables. En tout cas, aujourd'hui, vu la situation dans laquelle on est, le déploiement massif des énergies renouvelables est rendu complexe. Donc c'est pour ça qu'il faut déployer massivement ces énergies renouvelables, ça c'est certain, mais aussi réfléchir à transformer la manière de faire de ces entreprises. Et là, on en revient à ce que j'ai dit au tout début sur la question des systèmes. Ces entreprises sont trop intermédiées, des chaînes de valeur trop déconstruites, et ça va nécessiter de tout repenser, mais ça va avoir des impacts économiques très important pour elles. Donc elles vont être obligées, ces entreprises, pourquoi on a féminisé le mot entreprise, ça me saoule, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Elles vont être obligées, ces entreprises, de faire des vrais choix forts en fait. Et ça va pas être ça va pas être simple. Et la manière dont parfois est présentée la transition par beaucoup d'entrepreneurs, des grands entrepreneurs ou des patrons, etc., c'est que c'est en cours, ça va être simple, ça va être doux. Non. Il y a des vraies transformations qu'il va falloir mettre en place. Alors c'est exactement ce vers quoi je voulais qu'on aille, donc super. Parfait, merci beaucoup. Moi je comprends qu'il y a effectivement une vraie révolution en fait à installer et qu'on n'est pas dans une recherche absolument à essayer de concilier. C'était un peu l'objet de notre titre aussi. Est-ce qu'on doit s'acharner à essayer de faire se parler, se rencontrer cette économie telle qu'elle est aujourd'hui et les problématiques climatiques qu'on a, auxquelles on fait face et auxquelles on sait qu'on va faire de plus en plus face. Mais donc finalement il y a quand même une vraie révolution et on le voit aujourd'hui. Vous avez pris position, vous avez également pris la parole sur ces entreprises qui, justement, d'un côté, financent des projets d'extraction fossile et d'un autre, financent également des événements en faveur de la lutte contre le changement climatique. Et il y a un paradigme, en fait, qui se rencontre là, à se dire, on peut pas, la même entreprise ne peut pas avoir ce double rôle, en fait, et investir dans des projets complètement opposés. Donc, finalement, on est vraiment sur quelque chose qui doit se transformer. On peut pas bricoler, entre guillemets, on n'est pas du tout sur cette logique là. Mais est-ce qu'une économie qui prend soin de l'environnement, on va dire ça comme ça, est-ce qu'on est dans l'utopie ou est-ce que justement voilà, ce rôle des entreprises, est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà en cours et qui vont aboutir? Est-ce qu'on peut véritablement y croire? Alors pour le coup, j'étais très positive sur la partie d'avant, là je le suis moins en ce moment. Sur cette partie-là, sur vraiment les entreprises finalement, moins le secteur financier, l'assurance, qui commence à capter les sujets. Là, par contre, sur les entreprises, ça demande une révolution qui est un niveau qui financièrement va leur coûter énormément d'argent, déjà, il faut être honnête, et qui va complètement transformer toute leur chaîne de valeur. Donc, c'est compliqué.
Donc j'essaie de toujours répondre des trucs auxquels je crois vraiment, donc je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Déjà, prenons le principal problème qui est aujourd'hui la désintermédiation. On va prendre des exemples concrets parce que une des industries qui est les plus consommatrices en énergie, c'est l'industrie du textile, par exemple. Donc le secteur de la fast fashion. Aujourd'hui, l'essentiel de l'industrie du textile, c'est de la fast fashion. Là, il y a très peu d'acteurs qui se distinguent. Alors, si on veut résoudre le problème de la fast fashion, qu'est-ce qu'on fait ? On relocalise une partie du tissu productif. Ça, ce serait l'idée déjà, parce que du coup, pour limiter effectivement les problèmes déjà, sociaux, on parle d'écologie, mais c'est important de parler de social aussi, parce qu'on a quand même une économie qui, en plus de s'être développée sur l'extraction des énergies fossiles, c'est aussi développée sur la détérioration des conditions de droits humains, on va dire les termes, à autoriser effectivement des génocides, notamment en Chine, pour pouvoir continuer à produire sur la base de personnes qui n'étaient pas rémunérées, vulnérabilisées, etc. Donc notre économie, elle tient quand même à ça, il faut quand même le rappeler, et c'est là qu'on voit que ça va de pair. Quand on prend une décision qui est positive d'un point de vue écologique, souvent, en termes social, ça marche bien. Mais il faut avoir effectivement les deux perspectives. Voilà. Donc, repenser le secteur de la fast fashion, c'est typiquement relocaliser une partie de la production. Ça devrait déjà être quelque chose qui est possible. Mais aujourd'hui, c'est quasiment impossible. On a passé, c'est pour ça qu'il faut vraiment des décisions politiques fortes. Nous, on a passé 3 ans à juste faire exister une usine en Alsace qui s'appelait, c'est une entreprise qui s'appelle Velcorex, qui a relocalisé la filière du lin et qui d'ailleurs fournissait, mais va continuer, on espère de fournir, c'est un problème en ce moment, à Agnès B, Chanel, les marques aussi plus éthiques comme Loom, le slip français, voilà. Et cette entreprise, elle est extrêmement mise en difficulté. Elle n'est pas soutenue, elle n'a pas de nécessité particulièrement de subventions quand il y a eu l'explosion des prix de l'énergie. Territorialement, elle n'est pas soutenue par les acteurs locaux, par l'État, etc. Alors que, je ne sais pas si vous avez ces chiffres, mais le secteur brun, de l'agriculture intensive, de l'extraction marine, c'est à peu près 6 milliards de subventions par an. Donc ça, c'est... les secteurs de l'agriculture, de l'agriculture intensive, des énergies fossiles et de l'extraction des fonds marins. C'est un secteur qui est subventionné à hauteur de 6 milliards par an. 10, bref, en tout cas, à peu près. Vous pouvez retrouver le chiffre sur mon Instagram, j'avais mis le schéma. Et donc, on se rend bien compte que l'État a la capacité, pareil, comme le secteur financier, de préfigurer ce qu'il veut soutenir ou pas. Et en ce moment, les décisions politiques qui sont prises, elles ne sont pas du tout en la faveur du développement de ces industries. Et quand on appelle plusieurs fois l'État pour pouvoir soutenir, sauver cette entreprise, etc., s'ils nous disent économiquement, ça ne tient pas, ok, économiquement, ça ne tient pas aujourd'hui. Parce qu'il y a une décision d'une certaine manière politique, etc., qui fait que ça ne tient pas. Oui, c'est plus cher. Oui, ils sont victimes de l'augmentation des énergies fossiles, du prix de l'énergie. Oui, effectivement, ils ont une main-d'œuvre qu'ils rémunèrent et elles rémunèrent. Donc, effectivement, ça coûte plus cher pour l'entreprise. Elles sont du coup moins compétitives. Et effectivement, quand on peut choisir entre un t-shirt à 5, c'est très simple, mais on peut choisir entre un t-shirt à 5 € et à 50 €, voilà, c'est évident. Mais parce qu'il n'y a pas de baisse de TVA sur un produit plutôt que l'autre, etc. Et pourquoi tout ça déjà ? C'est parce que l'Europe, notamment, a été fondée sur un principe de compétitivité. Donc le principe moral économique au niveau européen, c'est que il ne doit pas y avoir de discrimination, ça doit être une libre compétitivité. Donc on ne peut pas avoir des politiques fiscales, par exemple en France, qui disent vous ne payez pas de TVA sur quelque chose qui est produit durablement versus quelque chose qui consomme beaucoup d'énergie fossile. Aujourd'hui, on ne peut pas en fait avoir ce type de fiscalité parce que ça va contre le droit européen. Donc c'est pour ça que pour le coup, sur la question des énergies, c'était un autre paradigme. Par contre, là, sur la question effectivement de la transformation de l'économie, ça va nécessiter des transformations politiques extrêmement importantes auxquelles les actionnaires des grandes entreprises vont devoir se préparer, accepter effectivement de geler pendant une période leurs dividendes. Voilà, c'est très simple, accepter de geler les dividendes, faire très attention aussi parce que quand j'étais présidente du mouvement Impact France, j'ai eu plusieurs débats avec la présidence du MEDEF et lui disait, c'était Patrick Martin,
Geoffroy Roux de Bézieux, celui d'avant, je l'aimais un peu plus, Patrick Martin un peu moins. Lui, il disait, faudra pas être surpris quand il y aura les problèmes de transition si on va devoir mettre en place des énormes plans de licenciement. C'est-à-dire, en fait, c'est une menace, genre on va être responsable parce qu'on a agi vis-à-vis du climat, des plans de licenciement. Pourquoi on ne penserait pas le truc à l'inverse ? Il y a un problème du coup de valeur financière à ce moment-là, pourquoi typiquement vous ne pensez pas de partager la valeur différemment, de réduire effectivement les écarts de rémunération, d'utiliser la richesse financière pour ces projets de transition et pas pour faire des opérations de rachat d'actions pour vos actionnaires qui produisent aucune valeur économique. En fait, vous vouliez qu'on parle que du climat, mais le climat, on n'arrivera pas à prendre des décisions économiques basées sur le climat si on ne pense pas à ces questions sociales, sociétales, de partage de la valeur aussi. Parce que sinon, il y aura toujours, sinon, effectivement, la transition écologique forcée va produire des désastres sociaux. Et si la transition écologique produit des désastres sociaux à court terme, il y aura une non-adhésion totalement à ces projets. On va encore cliver la population, mettre dans des camps adverses, etc. Alors que, et là, le GIEC le montre très intelligemment, la transition écologique nécessite une paix sociale. C'est-à-dire, sans paix sociale, on ne peut pas faire une transition écologique saine. Donc, on doit considérer effectivement tous ces problèmes-là. Merci Eva. Justement, vous évoquez le soin de l'environnement comme une sorte de nouvelle éthique économique, un nouveau modèle économique, un nouveau modèle social aussi qui est derrière. Comme vous avez été aussi, et vous êtes peut-être, non, vous avez été coprésidente du mouvement Impact France. Pour tout le monde, le mouvement Impact France, ça fédère et ça porte la voix des entreprises engagées dans la transition écologique et sociale. Souvent on dit aussi solidaire pour beaucoup de ces entreprises. Est-ce qu'on peut justement rentrer dans cet exemple concret que vous avez connu en tant que coprésidente de cette fédération pour rendre vraiment concret qu'est-ce que ça peut être justement ce nouveau modèle économique dans certaines entreprises, mais aussi d'aborder quelles sont les grandes difficultés ou les frustrations auxquelles vous n'avez pas encore réussi à abattre certaines barrières, soit législatives, soit de régulation pour l'avenir. Et après, on vous passera la parole pour des questions, donc vous pouvez commencer à réfléchir à vos questions, on vous passera les micros. Alors, donc le mouvement Impact France, à la base, c'était un mouvement d'entrepreneurs sociaux qui avait été monté par le patron du groupe SOS, Jean-Marc Borrello, qui s'appelait le mouvement des entrepreneurs sociaux. Ça réunissait des entrepreneurs qui avaient identifié des problématiques sociales et essayaient de trouver des modèles économiques pour pérenniser leur action de soutien à des publics vulnérables, répondre à des solutions de transition écologique, etc. Moi, 10 ans plus tard, quand j'ai pris la coprésidence du mouvement, quel constat j'ai fait ? Déjà qu'en fait, avec nos solutions, etc., on inspirait, on était un peu héroïsés, les gens disaient c'est super, mais on n'était pas du tout pris au sérieux, comme portant un modèle de société. Et moi, je voyais dans mon activité au quotidien, donc j'ai développé une plateforme qui vise à rediriger les flux financiers vers des projets et des entreprises qui sont écologiquement, socialement positives, etc. Pour moi, mon modèle, c'était pas juste une niche, c'était le modèle capable de transformer intégralement le secteur financier, de remettre du direct, de remettre de l'économie réelle, de combattre l'opacité du secteur financier, d'arrêter des opérations qui produisent aucun impact positif pour la société, etc. Donc je me dis, non, nos modèles, ils incarnent le futur finalement de l'économie. Ils sont censés donner de l'espoir justement sur le fait que c'est pas genre, il n'y a pas d'un côté le monde capitaliste et de l'autre les gens qui sont en faveur d'une forme d'effondrement, enfin pas en faveur, mais en tout cas qui pensent qu'on va subir un effondrement total de notre système et qu'on va tout reconstruire de zéro, comme si après on arrivait souvent à faire des trucs bien quand on repartait de zéro. Souvent des moments dans lesquels... Et je pense que ça d'ailleurs, ça a beaucoup joué moi dans mon engagement. La raison pour laquelle je travaille sur les solutions, etc., c'est parce que j'ai extrêmement peur de ça, l'effondrement. Ça m'anime pas du tout, en fait. Parce que déjà, en tant que femme, je sais très bien que dans ces situations-là, on est souvent les personnes les plus vulnérabilisées, les plus exposées, les plus victimes de violences, etc. Je sais que ces moments-là sont aussi des moments qui sont les plus difficiles pour les personnes les plus vulnérables globalement, au-delà du fait d'être une femme. Donc c'est pas marrant, en fait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas drôle. En fait, faut trouver des solutions. Faut trouver des solutions qui nous permettent de travailler, de développer des activités, de trouver des solutions pour se loger, pour se soigner, pour manger, pour voilà. Ça me paraissait un peu comme une évidence de travailler plutôt de ce côté-là parce que ça me faisait très peur en fait. Et je pense que ça fait peur à beaucoup de gens et que c'est pour ça qu'on a du mal. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à vraiment agir à ce niveau-là. Il y a vraiment ce sentiment de peur un peu global. Et du coup, j'ai voulu en fait avec le mouvement Impact France se dire où se passent les décisions économiques ? Parce que c'est ça aussi. Quels sont les freins à l'évolution de ces politiques économiques ?
c'est beaucoup les lobbies, en fait. C'est beaucoup. Aujourd'hui, les lois économiques en France, notamment, sont beaucoup définies par des échanges entre les partenaires sociaux et le gouvernement. Les partenaires sociaux, c'est qui? C'est d'un côté les syndicats d'employeurs, les syndicats de patrons, et de l'autre côté les syndicats salariés qui négocient. Sauf que les syndicats salariés sont souvent mis à mal par quand même une présence un peu plus forte dans le lobbying, notamment quand on a un gouvernement très pro-entreprise, un impact plus fort effectivement des syndicats patronaux, qui souvent présentent une vision très caricaturale du patronat, en disant d'un côté il y a ceux qui pensent croissance, etc., et ceux qui défendent une vision déconnectée avec un milieu des activistes et des ONG qui nous emmerdent, non. Et nous, on incarnait justement ce pont-là. Et on s'est dit, on doit être dans la place des décisions en fait. On est capable de porter des politiques économiques qui peuvent transformer l'économie en profondeur. Il faut qu'on y soit. Et donc c'était un peu J'ai manifesté ce truc au tout début de la présidence en disant, on va devenir l'alternative sociale et écologique au MEDEF. Et au final, on est quand même en train de s'en rapprocher. Donc c'est assez cool, je suis assez contente de ça. Et là aujourd'hui, ça représente énormément d'entreprises et ça unit d'un côté les gens qui, comme moi, comme beaucoup d'entreprises, comme Loom dont je parlais tout à l'heure, qui est d'ailleurs la nouvelle coprésidente du mouvement Impact France, Julia Faure, porte, c'est des transformations profondes avec des solutions très concrètes, très nouvelles, très innovantes. Mais il réunit aujourd'hui aussi, et c'est ça qui est assez intéressant, les entreprises qui veulent aller vers ces modèles-là. Parce que, encore une fois, moi, je n'oppose pas ceux qui révolutionnent le modèle et ceux qui sont dans le modèle économique traditionnel. Je vois la difficulté, parce que, alors que j'ai des moyens, que franchement, on n'est pas l'entreprise qui est la plus mise à mal, on est par aussi notre réputation très soutenue, on peut lever des fonds, on peut se développer, etc. Ça prend du temps, en fait. Ça prend du temps de se développer. Et là, par contre, la transition écologique, il faut la mettre en place rapidement. Donc, on est obligé, mais en moment de collaborer avec certains acteurs. Alors, pas avec tous et toutes. Je pense qu'il y a des acteurs qui vont devoir nécessairement des emplois, des activités économiques qui vont devoir s'arrêter totalement. Mais il y a des acteurs qui sont capables vraiment de se transformer. Et l'idée du mouvement, c'était de réunir toutes ces personnes-là et de porter ensemble un plaidoyer qui est crédible pour les institutions, parce que malheureusement, quand on est juste ils nous voient comme des alters, alors qu'on est des entrepreneurs, on est en mode non, on crée de l'emploi dans votre pays quand même, vous pouvez nous considérer un minimum. Surtout qu'en plus, les PME, ça représente 90% de l'emploi, hein. Mais pourtant, le plaidoyer, il est fait plutôt par les grandes entreprises, c'est ça qui m'a toujours terminé. Et au niveau européen, c'est carrément 99% de l'emploi des PME. Donc, ça représente, en termes d'emploi, si on regardait justement les bons indicateurs, parce qu'il y a tout le problème avec le PIB, donc malheureusement, j'ai pas le temps de parler, mais on peut en revenir si vous voulez poser la question. Qui est qu'on ne regarde même pas les bons indicateurs économiques pour moi, pour prendre les décisions économiques. Et typiquement, nous, en tant que PME qui ont des valeurs sociales et écologiques, on voulait porter ces débats à plus haut niveau pour défendre justement beaucoup de choses dont je vous ai parlé avant, la fiscalité défavorable pour les acteurs qui détruisent l'environnement, rediriger aussi le budget de l'État en conditionnant ses financements au respect des accords de Paris, à des engagements sociaux, etc. Et là, d'ailleurs, ils ont réussi à faire voter le conditionnement. C'est un précédent qui va vraiment nous permettre d'aller très loin. Le conditionnement des financements de l'État à la publication des bilans GES en scope 2. Bon, vous vous dites c'est rien, mais c'est pas rien parce qu'en fait, c'est la première fois qu'on peut conditionner les politiques économiques. Ça fait genre 7 ans que tout le monde essaie de le faire. Tous les députés, écolos, machin, ils essaient de défendre ça. Ils n'ont jamais réussi parce qu'on a dit on ne conditionne pas des financements, ça va contre le droit européen et tout. Et là, depuis le Green New Deal, qui est un grand pacte européen, il y a une brèche et on a réussi à la saisir. Et sur cette base-là, on va pouvoir conditionner à beaucoup plus de choses. Donc c'est repenser vraiment notre système économique et les règles du jeu, parce que c'est ça dont il est question, c'est de travailler sur les règles du jeu du système économique actuel. J'ai vu que vous avez fait comme ça, donc j'ai arrêté de parler. C'est surtout pour nos interprètes. Oui. Ah, c'est parce que je vais vite. Ah, pardon. Oui, alors ça, c'est vraiment... J'ai un grand problème avec ça. Je travaille là-dessus, mais je parle extrêmement vite. Voilà. Vous pouvez même me faire comme ça si vous voulez, si vous-même, ça vous... Désolée, je vais propose, avant faire qu'on attention. rentre dans la dernière partie, et aussi pour vous indiquer nos derniers sujets avec Eva, qui seront comment on retombe à l'échelle locale, d'un territoire aussi, la dynamique territoriale et bien évidemment à l'action individuelle, de faire une petite pause question, que je suis sûr que vous en avez plein dans la salle,
pour permettre à Eva de prendre un verre d'eau et de répondre à vos questions. On va prendre un flot de 2-3 questions et on vous passe le micro, Madame devant. Bonjour à tous. Alors ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez que croissance économique et protection du climat vont de pair, ou alors à l'inverse, ils sont complètement incompatibles? Merci. En 1 minute, la réponse n'est pas, pas un débat philosophique de 2 heures pour ce sujet compliqué. Monsieur derrière. Oui, oui, en fait, c'est par rapport aux actionnaire. En fait, les actionnaires, ils vont aller là où ça leur chante, non? Et donc, forcément, si on leur propose moins de dividendes, bah, ils vont s'en aller. Enfin, en tout cas, jusqu'ici, je pense que c'est comme ça que ça se passe. Donc, je ne sais pas s'il y a moyen de réguler ça, mais voilà. Merci. Madame, tout au fond, peut-être pour pas oublier ceux du fond. Et je vous propose, on fera une deuxième série de questions de ce côté-là. On va permettre à Eva de répondre aux 3 premières. Et comme ça, on aura le temps de venir vers vous de l'autre côté. Madame. Merci. Est-ce que vous êtes à connaissance des études de recherche faites par les spécialistes des sciences sociales pour comprendre les motivations, tous les enjeux que les professionnels ils ont et qu'ils les bloquent pour se sentir responsables de participer au changement climatique, que ça aille seulement dans l'essence vers eux et pas eux. Qu'est-ce qu'ils font dans leur structure qu'ils ne peuvent pas se sentir responsables? Est-ce que vous êtes à connaissance des recherches faites par des gens que... Merci. Merci. Eva, je vous propose de répondre à ces 3 questions pendant qu'on va aller de l'autre côté de la salle après. Alors, en 1 minute, la compatibilité entre la croissance et la transition écologique, non, le niveau de croissance aujourd'hui ne peut pas être maintenu sur la base du respect d'un scénario 1,6 degré. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que si on met d'un côté la croissance et de l'autre la croissance des énergies renouvelables, pour pouvoir permettre le maintien de cette croissance, sur la base d'indicateurs, de l'indicateur du PIB, qui est un indicateur de flux économique, on ne peut pas effectivement maintenir notre croissance. Maintenant, moi, je ne suis pas pour une approche quantitative. C'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord avec les économistes de la décroissance sur leur constat, c'est-à-dire le constat qu'effectivement on ne peut pas découpler et que on ne peut pas penser effectivement le maintien de notre croissance économique basé que la croissance, on ne peut pas effectivement considérer que la croissance verte existe dans la mesure où elle nécessite un niveau de ressources qui effectivement la planète ne peut pas produire, ça c'est évident. Sur le constat, moi je suis complètement d'accord avec les économistes de la décroissance. Par contre, je ne pense pas que la décroissance soit un horizon, dans la mesure où moi mon problème c'est les indicateurs de croissance aujourd'hui. C'est la manière dont l'économie est évaluée et les indicateurs qui l'évaluent qui ne sont pas les bons et qui nécessitent de repenser la manière dont on évalue effectivement la croissance. Donc moi, le travail que je fais, il est autour d'une 3e voie. Et d'ailleurs, je déteste tout ce qui est binaire. Je pense que la binarité est un énorme problème et qu'on ne résout pas un problème en trouvant la solution opposée. On est obligé de trouver une 3e voie et surtout de donner un horizon. Et la décroissance, pour moi, c'est une transition. Et l'horizon, par contre, il est effectivement sur l'économie du care, dont je n'ai pas eu le temps de parler, qui est mon sujet principal de travail en ce moment. Donc je vais revenir, j'espère, qui est effectivement de reposer la question de l'utilité de l'économie et d'avoir une économie qui ne se développe que sur la base de son utilité. Et ça touche tout, ça touche le travail, donc réfléchir à quel travail est réellement utile dans la société, et d'ailleurs, il y a une anecdote assez marrante pour pouvoir soutenir ce propos-là. Et après, je vais passer à la question d'après. Et bon, on aura l'occasion de reparler de ça, je pense. Je travaille beaucoup avec des grosses entreprises. Et là, en ce moment, j'accompagne une entreprise, un promoteur immobilier, donc hyper random, un énorme promoteur. Et leur activité, c'est d'un côté de développer, de promouvoir l'immobilier, non, de développer effectivement des nouveaux bâtiments
et investir dans l'immobilier massivement, et de l'autre côté, d'investir dans l'usage, donc ceux qui effectivement vont habiter ces bâtiments. Donc il y a une partie de leur activité, c'est développer de l'immobilier, et l'autre, c'est essentiellement des résidences intergénérationnelles, des maisons de retraite, des crèches, du médico-social, des résidences d'étudiants, etc. Et l'année dernière, il y a eu une énorme crise immobilière. Là, avec l'inflation, il y a une énorme crise dans le secteur immobilier. Si jamais vous avez des enjeux immobiliers personnels, vous le savez. Sinon, en tout cas, sachez-le, il y a une énorme crise dans l'immobilier. Et ils ont quand même fait une super année, et c'était grâce à tout le travail d'économie du Caire, en fait, qu'ils font. Parce que cette économie-là, elle est résiliente aux crises. C'est une économie qui est utile. Et donc, vraiment, le modèle que je propose, c'est plutôt de déplacer notre regard et de se dire comment on finance une économie qui est réellement utile. Et je vous assure qu'en fait, on va finalement, à travers ce prisme-là, trouver effectivement des modèles qui ne sont pas aussi dépendants de la croissance des énergies fossiles. Donc c'est ça l'horizon, entre guillemets, de l'économie du Caire, mais vraiment à un seul niveau, voilà. Les actionnaires, comment on fait s'ils n'ont plus de dividendes, ils vont aller voir ailleurs, ils vont aller dans les endroits dans lesquels ils auront des dividendes. Alors, déjà, les actionnaires, c'est qui ? C'est toujours la question importante à se poser. Aujourd'hui, les actionnaires des grandes entreprises, à 80%, l'actionnariat des plus grosses entreprises internationales, ce sont des fonds de pension. Donc, c'est quoi les fonds de pension ? C'est, aux États-Unis, on appelle ça des fonds de pension. En France, ça va être l'épargne retraite, l'assurance vie, etc. Aux États-Unis, c'est BlackRock, le principal détenteur de tous les fonds de pension. D'ailleurs, quand je vous parlais tout à l'heure des années 90, de la financiarisation de l'économie, c'est passé par justement une distribution de la finance à tout à chacun, avec la capitalisation très forte des retraites américaines, etc. Donc, en fait, BlackRock, les gros comme Amundi en Europe, les grosses banques, BNP, Manis, machin, Société Générale, sont les acteurs qui concentrent effectivement cette épargne individuelle, qui vont effectivement ensuite la placer dans des entreprises, avoir des droits de vote dans ces entreprises-là. Et donc la grande majorité des actionnaires, c'est eux, aujourd'hui, des grandes entreprises en tout cas. Après, il y a tout un actionnariat familial aussi. En France, on en a beaucoup, des boîtes comme ça, vous voyez, Decathlon, machin. Toute la famille des Mulliers dans le Nord et tout, c'est de l'actionnariat familial qui n'est pas... elles sont pas cotées en bourse, ces entreprises-là. Elles dépendent des choix de la famille, etc. C'est souvent des structures plus faciles à bouger quand même que les boîtes cotées, parce que les boîtes cotées sont victimes de cette... leur capital, il est hyper fragmenté, ça veut dire qu'ils ont plein de grandes banques, machin, et il n'y a pas trop de capacité d'action, en fait, de regroupement. Il y a un problème de regroupement autour de ces enjeux-là. Donc, comment on fait ? Pour moi, on agit déjà sur ces acteurs financiers. On agit sur ces acteurs financiers pour qu'ils soient obligés de prendre en compte ces transformations-là. Parce qu'effectivement, si on baisse les dividendes d'un côté, les financiers vont aller naturellement ailleurs. Ça, je ne veux pas vous dire que ça ne va pas se faire, c'est réel. Donc, il faut agir, juste penser différemment et se dire, de une, on va les réguler, de deux, on va les forcer à avoir des fonds qui ont des objectifs écologiques, climatiques, etc., qui nécessitera le fait qu'ils sont obligés d'investir dans ces entreprises et dans leur transition. On va agir sur la réglementation, on va agir avec les individus, avec l'épargne des individus. On va agir aussi en mettant des bâtons dans les roues aux entreprises qui ne le font pas et en favorisant les entreprises qui le font. Et en retravaillant sur du coup, cette idée de compétitivité. Et ça, c'est vraiment un des enjeux extrêmement importants, c'est que pour demain, qu'une entreprise, elle se porte mieux si elle respecte les enjeux écologiques et humains. Et pour ça, il faut retravailler sur la compétitivité. Donc là, c'est pareil, c'est de la fiscalité, c'est soutenir davantage les entreprises qui se comportent le mieux. Là, on a une victoire récente, et c'est quand même toujours cool de donner les victoires. Ça fait très longtemps qu'on travaille pour que les fonds labellisés investissement socialement responsable, qui est un label d'État, soit exclut le développement de nouveaux projets d'énergie fossile. Et ça fait très longtemps qu'on essaie de faire ça. Et là, il y a eu effectivement une réforme de ce label-là. Et il y a eu Bruno Le Maire qui a annoncé que, donc on n'a pas encore les décrets et tout, mais que maintenant les fonds ISR labellisés par l'État ne financeront plus le développement de nouveaux projets d'énergie fossile. En fait, il y a une épargne hyper importante sur ces fonds-là. Donc, les acteurs financiers vont être obligés effectivement d'être exposés à des entreprises qui n'extraient pas des énergies fossiles, donc ils vont être obligés de déplacer leur épargne vers ces projets-là, et ces projets-là, voilà, vous voyez, c'est un peu le schéma, mais je ne peux pas trop prendre le temps, désolé. Et la dernière question sur les... Alors, malheureusement, je n'ai pas de
de sociologue ou de rapport là tout de suite à vous communiquer, mais c'est un sujet essentiel. Parce que la transformation de l'économie ne passera que par un reset anthropologique, ne passera que par le fait qu'individuellement, on perçoit la réussite, la performance différemment. Aujourd'hui, moi, mes conclusions sociales, de sciences sociales, c'est celle-ci. C'est qu'on est obligé de repenser la performance et la réussite, sans quoi, et indirectement l'éducation, et comment on valorise tout ça, sans quoi, en fait, l'humain ne sera valorisé que dans son rôle de performance économique et pas dans son rôle de soin de l'humanité. Et c'est là que la socialisation féminine peut apporter beaucoup au monde, je pense. C'est que, effectivement, il faut que cette socialisation soit un flambeau de la réussite économique. Et pour ça, ça passe par une bataille culturelle. Et qu'on est obligé de mener, et moi c'est pour ça que je travaille sur les enjeux d'économie du Caire aujourd'hui, qu'on va être obligé de mener aussi pour transformer l'économie. Voilà, en 1 minute. En 2 minutes, oui. Non, en plus, je vais être terrible parce que je vais compléter les propos d'Eva, si vous permettez, pour répondre entre autres sur l'actionnariat responsable aussi, parce que les fonds de pension ont été cités, et si vous suivez, il y a un mouvement qui est né entre autres, par exemple, par les villes de New York et Londres, qui s'appelle Divest Invest, pour décarboner les fonds de pension. Ces deux petites communes, qui ont des gros fonds de pension, bien évidemment, ont lancé un programme s'engageant de décarboner en 10 ans leurs investissements, c'est-à-dire se retirer finalement leur argent de tout l'investissement entre autres pétrolier qui rapportait effectivement rapidement au fonds, mais aussi par moment, à certaines crises ou autres, se casser la figure et tout à coup vous avez les images de pensionnaires américains qui n'avaient plus leur retraite. Et donc de décarboner le fonds. Et quand vous suivez maintenant ce mouvement-là, vous avez le fonds de pension des hospitaliers californiens, 180 milliards de dollars à l'année, celui des Néerlandais aussi qui sont associés. Et donc tout à coup vous avez des fonds qui cherchent des projets verts et qui financent des projets verts directs. Bien évidemment, ils ont moins de rentabilité, mais ces projets ont une plus grande durabilité pour eux et donc s'assurer aussi. Donc ce n'est pas bien évidemment encore les milliers de milliards de dollars qui traînent chaque jour dans la finance qui sont décarbonés, mais voilà, il y a un signal aussi d'envoyer par certains acteurs responsables, souvent de collectivités publiques, pour décarboner les fonds de pension. Et on prend rapidement 3 questions de ce côté-là. Merci, j'ai regardé, dès que vous en avez parlé, le site Impact France, et dans ce qu'il déclare comme valeur, il est dit, entre autres, la troisième caractéristique, c'est partage des valeurs et partage du pouvoir, et que la gouvernance éthique consiste en une transparence décisionnelle. Donc, ma question voudrait vous proposer de décrire un exemple d'une entreprise dans la façon dont elle fonctionne. Ça va reprendre des choses que vous avez dites, mais de s'attarder sur comment ça fonctionne, les rapports entre les ouvriers, les chefs, les directeurs, les actionnaires, quelles sortes de décisions sont prises ensemble, de quelle manière, comment est organisé le quotidien pour que ces décisions soient prises ensemble, les décisions sur quels sont les produits qui sont à fabriquer, en fonction d'une utilité avec quels critères. Faut-il transformer la production quand on voit qu'elle devient trop importante par rapport aux besoins ou qu'elle utilise des matériaux qu'il ne faut pas, etc. Donc comment c'est décidé de surveiller le jour après jour de l'entreprise, donc du point de vue de ce qu'elle produit, du point de vue des salaires, comment ils sont décidés, les différences entre les salaires, du point de vue du lien avec la population, comment se fait le lien avec les commerçants, les consommateurs, comment est-ce que l'entreprise, elle s'incarne vraiment dans la vie totale de tout ce à quoi elle est liée. Voilà. Si vous pouvez nous décrire quelque chose, qu'on ait une vision concrète, et si vous pouvez parler lentement, ça serait formidable. En fait, vu qu'on me presse après... c'est une déformation d'enfance. Vu qu'on ne me laissait pas beaucoup de temps pour parler, je parlais hyper vite. Alors, concrètement, parce que la question est tellement... si que j'attends la prochaine, je ne vais jamais m'en souvenir. D'un point de vue de la gouvernance, il y a énormément de choses qui sont testées en ce moment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de format à proprement parler. Donc, il y a d'un côté
une tentative de statut qui s'appelle les entreprises à mission. Ce statut, il a pour vocation de diversifier l'impact que les parties prenantes d'une entreprise peuvent avoir sur l'organe décisionnel, avec la création de ce qu'on appelle un comité de mission dans lequel sont intégrés des représentants des salariés, des représentants de la société civile, donc ONG, etc. Donc les personnes qui sont garantes finalement de l'environnement dans lequel l'entreprise déploie son activité. Il peut y avoir aussi les fournisseurs, il peut y avoir effectivement une diversité d'acteurs. Aujourd'hui, il n'y a pas de vraie réglementation pour savoir le rôle que cette instance va avoir dans vraiment les organes décisionnels. Moi, je suis partagée sur la question, c'est-à-dire est-ce que le conseil d'administration ou l'organe décisionnel devrait intégrer toutes les parties prenantes? Parce que intégrer toutes les parties prenantes, c'est de faire aussi beaucoup de coopération. Et parfois, c'est pas nécessairement toujours prendre des décisions rapides. Je pense, en termes de gouvernance, qu'il faut déjà réguler, donc forcer une direction. Et ensuite, dans la manière dont on déploie ces obligations environnementales, là, on est coopérant. Vous voyez ? C'est-à-dire que je pense qu'il faut fixer un cap aux entreprises. À un moment, il faut décarboner le tissu industriel, c'est comme ça. Il faut que telle entreprise arrête de produire à l'autre bout du monde. Il faut qu'elle réduise sa production. Il faut qu'elle arrête de consommer du plastique. Il faut définir les grandes règles de transformation de l'économie et ensuite mettre en place cette gouvernance participative dans la manière dont on va déployer ensuite. Pourquoi je vous dis ça? Parce que aussi les risques quand on force des gouvernances participatives, c'est comme en Allemagne, il y a une obligation que 50% des décisions prises en conseil d'administration soient faites par les salariés de l'entreprise. Il y a cette obligation en Allemagne maintenant, pour notamment les entreprises qui sont cotées, mais ça fonctionne aussi pour pas mal d'entreprises non cotées. Et bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que les décisions importantes, elles sont plus prises au conseil d'administration. Elles sont prises à côté, et les conseils d'administration des entreprises allemandes deviennent des chambres d'enregistrement. Et ça, c'est en fait un vrai problème. Alors que moi, je suis persuadée que les gens qu'il faut à la décision des entreprises, c'est les gens qui sont garants du temps long. Les salariés sont des acteurs garants du temps long. Notamment les salariés impliqués depuis plusieurs années dans l'entreprise. Ils ont une connaissance, effectivement, de l'entreprise, et en plus, ils sont garants du temps long. L'actionnariat doit aussi, maintenant, être obligé à penser en temps long. Et pour ça, il faut, et c'est plutôt ça la question, c'est de réunir autour de la table des personnes qui sont sur ce temps long. Pour forcer l'actionnariat à être sur du temps long, il faudrait par exemple surtaxer les opérations financières très court terme. Comme ça, ils seront obligés de rester sur du temps long. Et quand on accompagne sur le temps long, on accompagne à la transition écologique, on n'a pas le choix. Il faut effectivement aussi y intégrer des personnes qui sont capables de représenter l'environnement, les instances environnementales, les droits des personnes qui ne sont pas représentées. Et il y a aussi beaucoup d'expérimentations qui sont faites, notamment beaucoup en Suède ou en Suisse, où en fait certaines décisions très stratégiques sont prises par des acteurs indépendants, par des fondations qui représentent l'intérêt général et qui vont prendre des décisions. Donc ça, c'est des modèles aussi très intéressants. Nous, par exemple, on est en train de penser sur une de nos entreprises à mettre en place carrément une joint venture sociale. Ça voudrait dire qu'on aurait 50% d'actionnariat privé, 50% d'actionnariat de fondations, d'ONG, etc. Voilà, donc en faire rentrer des structures comme ça dans l'actionnariat des grandes entreprises, c'est aussi un bon moyen de considérer d'avoir des personnes qui représentent ces enjeux sociétaux. Vous voyez, en fait, je vous donne plusieurs solutions parce que je pense que chaque cas est individuel. Il n'y a pas une méthode qui fonctionne pour toutes les entreprises. Ce serait se tromper de penser ça. Et si on fait ça, je pense qu'on tombe dans le problème allemand, où en fait toutes les entreprises, du coup, détournent le truc. Par contre, il faut effectivement forcer la collaboration d'une certaine manière, justifier et prouver cette collaboration-là, et avoir une masse d'outils pour pouvoir le faire et que ce soit adapté à sa propre entreprise. Mais... Oui. Bah à la base, franchement, on était une minorité à réfléchir à ces enjeux-là. Aujourd'hui, le mouvement, par exemple, il représente comme 15 000 dirigeants. 15 000. C'est important. Entreprise, pardon, du coup. Et qui évalue exactement ce dont on a parlé ensemble, qui évalue, qui se fixe des objectifs sur ces enjeux de collaboration et de coopération, etc. Alors, je vous propose qu'on passe à la dernière partie. Et comme je disais, pardon, désolé. On prendra les questions pour après.
Et comme je disais à Eva en On a un peu le introduction, je suis un très très mauvais hôte parce que je vais devoir vous abandonner pour un petit impératif climatique. À Dubaï. Voilà. Donc je vous laisse avec Eva et Elsa pour Merci la beaucoup dernière pour votre partie. présence. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Pour évoquer le soin de l'économie et Bonne l'échelle COP. locale. Merci. Bonne COP à la mairie de Paris. Je vous propose qu'on poursuive. Effectivement, on va peut-être revenir un petit peu sur l'économie du soin parce qu'on l'a mentionné à différents moments en réponse aussi aux questions et finalement c'est quand même un peu central et c'est vraiment ça participe de cette transformation dont on a parlé et d'une vision complètement différente et justement qui valorise des choses qu'aujourd'hui on valorise pas du point de vue de l'économie et donc du coup ça nous intéresse de comprendre un petit peu plus concrètement qu'est-ce qui se cache derrière cette économie du soin et justement qu'est-ce qui est invisible aujourd'hui et qu'on devrait mettre davantage en avant qu'on passe sur la partie peut-être plus action individuelle et comment on pourra répondre sur ça. Absolument. N'hésitez pas, je ne sais pas si on peut autoriser les questions pendant l'intervention, mais si jamais il y a besoin de précision notamment. Je pense qu'on va peut-être vous passer un micro un moment, peut-être juste après cette réponse-là. Alors, comme je vous disais, la raison déjà fondamentale de pourquoi je m'intéresse à l'économie du soin, c'est pour trouver une troisième voie qui sort un peu de cette vision un peu binaire qui, je trouve, ne nous donne pas suffisamment d'horizon. D'un côté, on a un peu, en termes anthropologiques, celles et ceux, ils ne sont pas méchants, hein, les gens de la croissance verte. Mais juste, ils ne veulent pas du tout abandonner ce truc du toujours plus. Et moi, personnellement, pour être plutôt née dans une famille avec le rêve américain, en gros, je comprends. C'est-à-dire que moi, quand j'ai grandi, on m'a dit quand même, tu pourras t'émanciper individuellement si tu développes une activité économique pérenne, tu vas y arriver, et comme ça, tu vas pouvoir plus consommer, être plus heureuse, etc. C'est le modèle quand même dans lequel beaucoup de gens ont grandi, c'est un modèle d'émancipation. On est obligé de penser cette question d'émancipation si on veut que ce soit désirable. On ne peut pas penser juste Enfin, je sais que c'est pas si caricatural, mais malheureusement, en fait, même si on dit que c'est pas caricatural la décroissance, en fait, au final, pour les gens, ils entendent que ça. Franchement, j'ai essayé de le défendre moi-même, le modèle de la décroissance économique, et ils voient que ce truc de vivre avec moins, on va moins kiffer, on va moins... on a déjà moins, on voulait qu'on fasse quoi moins. Enfin, et malheureusement, c'est une trajectoire économique. La décroissance de la production et de l'utilisation des énergies fossiles est une trajectoire économique. Je ne pense pas que ce soit un modèle désirable en soi. Mais en fait, derrière les économistes décroissants eux-mêmes présentent ce modèle décroissant pas comme quelque chose de juste tu vas vivre avec moi, mais en fait, c'est ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend. Donc, la question est plutôt de se poser quel est ce truc un peu désirable, ce modèle désirable qui est humain, sur lequel on va pouvoir puiser dans la nature humaine, qui va nous donner un rôle à chacun et chacune et qui va revaloriser l'essentiel. Parce que c'est ça dont il est question. Si on dévalorise une forme d'économie, ça veut dire qu'on en valorise une autre. On n'est pas que dans la dévalorisation d'une partie de l'économie, on est dans la valorisation d'une autre partie de l'économie. Alors, cette économie utile, c'est laquelle ? Je ne vais pas faire un quiz, on est 40 000, mais on a vu notamment pendant la situation du Covid, était une situation très intéressante pour comprendre ça. Pendant le Covid, on a été dans une situation dans laquelle les frontières étaient fermées, il y avait une décroissance du coût de la consommation énergétique parce qu'on ne pouvait plus se déplacer, on ne pouvait plus importer, etc. Et surtout, on a vécu une vulnérabilité collective, finalement. C'est ça qui s'est passé, c'est qu'on a été toutes et tous vulnérables. Et quand on est vulnérable, vous savez, c'est souvent ça, je ne sais pas si vous le ressentez d'un point de vue individuel et de santé mentale, mais quand vous êtes up, tout va bien, vous avez envie de tout faire et tout, et dès que vous êtes vulnérable, vous vous rendez compte à quel point en fait, vous avez besoin de certaines choses dans votre vie. Et c'est ce qui s'est passé. Et de quoi on avait besoin à ce moment-là ? De la stabilité de notre système démocratique pour être capable de prendre des décisions. On avait besoin de la paix sociale, on avait besoin de solidarité, on avait besoin du système social de l'accompagnement, on avait besoin d'un système de santé pérenne, on avait besoin d'une activité productive qui consomme pas trop, qui dépendait pas trop effectivement de certaines énergies, de certaines productions pour être capable de rapidement produire des masques, se fournir en médicaments, etc. On avait besoin aussi d'une coopération internationale saine, parce que dans les moments où il y avait machin qui produisait un vaccin, il fallait être sûr qu'on pouvait coopérer ensemble pour effectivement pouvoir aussi l'offrir à une autre population. Voilà.
je pourrais faire une grande liste. Mais c'est ça la question de l'économie du care pour moi. C'est d'un côté poser la question du rôle de l'humain et des humaines sur cette terre, donc quel est notre rôle, puis du coup dans le soin et la responsabilité, et poser la question de l'utilité de notre économie. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui est valorisé économiquement, c'est pas tout ce dont on a besoin. C'est pas les travailleuses et travailleurs de première ligne. D'ailleurs, en France, on vit dans un pays qui paye le plus mal ses infirmières. Et je dis infirmières parce qu'à un moment, quand il y a 90% de femmes dans un secteur, on peut dire infirmière, je l'espère. Donc là, on est vraiment sur, effectivement, une dévalorisation totale de ce travail du soin. Donc on part quand même, et la question qu'il faut se poser, c'est, vous parlez de sciences sociales, c'est pourquoi on dévalorise autant le travail du soin. Et là, on remonte à un économiste qu'on adore, qui s'appelle Adam Smith. Et Adam Smith, il a pensé l'économie libérale. C'est pas le pire des économistes d'après, mais ce principe qu'il a posé a eu un impact désastreux sur la manière dont on a structuré nos sociétés économiques. Il a pensé d'un côté une sphère productive, donc une sphère économique productive qui produit de la richesse, c'était parce que c'était l'époque, mais dans laquelle les hommes pouvaient travailler, et une sphère privée, donc là ça c'était la sphère publique, il appelle ça la sphère publique, et la sphère privée, qui est la sphère de la maison, qui est une sphère aproductive, dans laquelle on ne doit pas payer, qui est gratuite et qui représente un peu toute la sphère du travail domestique, de l'éducation, des premiers services de santé, d'accompagnement des personnes âgées, de la transmission, etc. Et donc, il a considéré qu'une sphère ne pouvait pas du tout être valorisée économiquement quand une autre sphère, finalement, devait concentrer l'essentiel de la valeur économique. Et sur cette sphère-là, en plus, il a considéré qu'il fallait maximiser l'intérêt et l'utilité, il fallait maximiser les intérêts individuels pour pouvoir arriver à l'intérêt général. Donc, ces deux principes, ils ont eu quels impacts ? C'est des principes historiques, c'est pas que lui qui a décidé, du coup ça s'est mis en place. C'est que s'il a pensé ça de cette manière-là, c'est parce que ça fonctionnait déjà comme ça. C'est pas lui qui a décidé, c'est pas Dieu, c'est Adam Smith, c'est juste quelqu'un qui en plus était élevé par sa mère, qui lui faisait son dîner gratuitement, qu'il a jamais d'ailleurs valorisé dans ses théories économiques. C'était un homme finalement assez banal. Et ça a eu des effets en cascade. Parce que quand on considère qu'on ne valorise pas économiquement le travail du soin, on le précarise et on n'en fait pas un modèle, un emblème de réussite sociale dans la société. Voilà. Et on repose. Et la libération et l'émancipation économique individuelle ne passe que par l'extraction de l'individu de cette sphère du soin. Donc, et même on dit ça aux femmes. Moi, j'ai été élevée à cette époque-là. Si tu veux t'émanciper, tu t'extrais de la sphère domestique et tu vas travailler dans l'économie libérale. C'est comme ça que tu vas t'émanciper. C'est un modèle de réussite, en fait, des hommes, des femmes, que de travailler dans la sphère productive et de s'éloigner le plus possible de la sphère du soin. Sauf que c'est cette sphère-là qui produit les effets les plus positifs pour l'humanité et c'est cette sphère-là qui est le plus résiliente aux crises, comme on parlait tout à l'heure du promoteur. Et c'est cette sphère-là dont on va avoir besoin d'investir demain. Et ça, c'est de l'économie. Et ça, c'est de la croissance aussi, en fait. Mais c'est cette croissance-là qu'on veut effectivement valoriser. Et concrètement, ça passe par quoi ? Ça passe par revaloriser le salaire des personnes qui travaillent dans la sphère du soin. Ça passe par rediriger les financements de l'État, les financements des grandes banques vers des acteurs qui, effectivement, prennent soin de la société. Voilà. Et ça, c'est l'éthique du care. Et c'est une éthique qui peut vraiment inspirer la transformation des modèles de société et nous faire vivre, je pense, une révolution économique plus douce qu'une révolution économique brutale, basée sur... mais qui nécessite effectivement de repenser nos modes d'action, nos modes de consommation, notre rapport à l'utilité, notre rapport au travail, etc. Voilà. Et ça nous permet de repenser... Et ce que j'adore avec l'économie du care, c'est qu'on pense la révolution intime, personnelle, dans la famille, et c'est attention en France, il faut faire très attention à ne pas parler de la famille, mais il va falloir parler de la famille aussi, parce que c'est un espace aussi de perpétuation de ces modèles-là, dans l'éducation, dans le milieu politique, dans les entreprises, voilà. C'est un modèle qui peut inspirer une transformation vraiment globale, parce que la transformation qu'on a en face de nous, elle va devoir être transcendante en fait. Elle n'est pas juste changer quelques indicateurs et ça va bien se passer, non, on voit bien, on change 2-3 indicateurs et en fait, il y a d'autres problèmes qui arrivent derrière. Ah, il y a les renouvelables, mince, il y a les métaux. Enfin voilà, ça n'arrêtera jamais. Donc il faut vraiment repenser vraiment notre action humaine et économique sur la base de son utilité. C'est ça le projet de l'économie du care.
C'est un champ passionnant. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup à en dire et je trouve ça extrêmement intéressant aussi le parallèle avec l'action climatique. On est dans ces logiques-là aussi, où finalement dans les actions de transition écologique, on peut vite être taxé d'être dans de la sobriété, dans quelque chose de subi, dans quelque chose de compliqué, en tout cas de plutôt négatif, et on est en recherche de qu'est-ce qui est désirable aussi dans cette transition. Et en fait, il y a plein de choses qui le sont. Quand on a cette approche plus large et plus sociale aussi et sociétale, finalement, on se rend compte que oui, il y a du bénéfice évidemment et que je pense que ça se rejoint dans ces deux visions, c'est extrêmement intéressant. Il y avait juste peut-être une question de monsieur avant qu'on passe sur la partie action, je t'en prie, si tu veux. Oui, bonsoir. Vous avez pas mal évoqué jusqu'à présent toute l'action qu'on doit avoir sur l'offre, c'est-à-dire sur les entreprises, sur la régulation, sur les structures. Pardon. Excusez-moi, oui, je ne parle pas assez dans le micro, oui. Je disais donc, on a beaucoup parlé finalement jusqu'à présent de toute l'action à avoir et bien sûr indispensable sur l'offre, sur les entreprises, sur la régulation, sur les structures. Mais est-ce que finalement, pour arriver à avancer plus vite, et est-ce qu'il n'est pas indispensable, je dirais même, on est dans une économie de marché, donc il y a l'offre et il y a la demande, pas de s'attaquer à la demande, mais de changer la demande. Je ne sais plus qui a dit de changer de bonheur, parce que c'est ça dont il s'agit finalement. Et je dirais ça, tout le monde doit être d'accord, j'imagine, avec le fait qu'il faut changer la demande, mais je dirais que ma question est plutôt de savoir comment y arriver de façon à la fois avec quelle... C'est une action politique, je pense, mais c'est une action politique qui, évidemment, doit se faire avec un souci d'acceptation sociale et le CARE vous va bien, mais j'aimerais bien qu'on parle du CARE, pas uniquement en termes de comment développer le CARE, comment développer l'offre là-dessus, mais comment développer la demande et l'envie d'autres bonheurs chez tout le monde. Parce que je pense que c'est pas seulement nécessaire, je pense qu'on n'arrivera à rien sans passer par là. Il faut s'attaquer à deux choses. Il faut s'attaquer déjà à ce qui est possible d'un point de vue individuel, c'est-à-dire que tant que quelque chose n'est pas à notre portée, c'est compliqué de se préfigurer comme faisant partie de ça, quoi. C'est-à-dire, à un moment donné, si les gens travaillent 45 heures, 5 jours par semaine, sont oppressés aliénés par leur travail, ils vont avoir besoin de beaucoup consommer, ils auront le temps de rien, voilà. Si on commence à repenser, notamment la réduction du temps de travail, nous c'est quelque chose sur lequel on travaille, par exemple la semaine de 4 jours, on a des individus qui ont déjà un rapport au temps qui est différent, et donc ils peuvent absorber un nouveau type de bonheur, qui n'est pas un bonheur nécessairement consumériste sur lequel, moi quand je fais des semaines de 6 jours, j'ai vraiment besoin de consommer, d'aller me faire un massage, un truc, c'est quelque chose qui se passe, en fait on est pressé de se reposer, pressé de retourner travailler, pressé de se reposer, pressé de retourner travailler, donc il y a un truc structurel que le monde économique peut apporter, ça veut dire de transformer notre rapport à l'économie pour pouvoir transformer notre rapport au temps, et quand on transforme notre rapport au temps, c'est un nouveau type de bonheur, entre guillemets, sur lequel on peut... Voilà. Il y a effectivement le fait que le milieu politique et financier autorise aussi des décisions de consommation individuelle. Par exemple, l'exemple est très parlant sur l'avion et le train. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une décision économique que de détaxer ou surtaxer le fonctionnement d'une mobilité plutôt qu'une autre, de développer des réseaux ou pas, et en fait de rendre accessible, facile, d'usage certaines pratiques plutôt que d'autres. Donc ça reste aussi une décision politique, parce qu'encore une fois, on est dans une civilisation économique, on ne peut faire que ce qu'on nous autorise de faire. Donc il y a un enjeu politique très fort. Et après, il faut se poser la question de pourquoi est-ce qu'on a ce rêve ce rêve économique capitaliste traditionnel, et comment agir dessus. Et là, je pense qu'on a un rôle individuel sur ça. Je ne pense pas qu'on ait un rôle forcément
C'est pas de nous que partir à la transformation totale de notre système économique, même si on joue, mais on joue à ce que ce soit ce truc culturel-là qu'on veuille faire advenir, mais on n'a pas les commandes sur l'économie. C'est compliqué, on peut déconsommer et reconsommer ailleurs. Bon, notre action individuelle, elle peut être limitée. Par contre, dans la transmission culturelle de ce qu'est la performance, de ce qu'est le bonheur, etc., là, en tant qu'individu, on est capable effectivement d'éduquer différemment. C'est aussi un modèle économique du care ou décroissant, machin, c'est un modèle économique dans lequel la culture prend une place plus importante, d'ailleurs. Donc effectivement, investir davantage dans ce que la culture peut nous présenter comme modèle de société, de rêve, etc. C'est aussi ne pas être... moi, je pense qu'il faut faire attention aussi sur la... ne pas être caricatural aussi dans nos propositions, montrer qu'elles sont accessibles à toutes et tous. Moi, je sais que j'avais beaucoup du mal alors que je suis végétarienne depuis que j'ai 17 ans. Donc, c'était pas pour des raisons écologiques, c'est parce que manger du vivant, ça me semblait vraiment bizarre et contre-intuitif. Mais je sais qu'il y a quand même ce milieu de la sobriété, du rapport au vivant. Moi, en ayant grandi à Paris, c'était pas naturel. Et il y avait une forme de caricature de mon mode de vie qui m'a beaucoup énervée de certains militants écologistes, ce qui fait que j'ai eu beaucoup de mal pendant longtemps à travailler avec le milieu militant écolo. Et finalement, on a fini par se rejoindre parce que, parce que finalement, on porte le même flambeau. Mais je pense que c'est important de montrer que l'écologie, ça peut être une écologie de retour au vivant, à la terre, mais ça peut être une écologie collective aussi. Finalement, en termes de consommation énergétique, si on compare une maison dans le Périgord à un HLM, qui consomme le plus énergétiquement ? La réponse, vous l'avez, c'est des maths, c'est facile. Voilà. Donc, je pense qu'il faut vraiment travailler sur ces imaginaires-là, rendre accessibles les décisions, les décisions économiques individuelles qui seront en faveur du climat, essayer d'imaginer une autre forme de bonheur, travailler sur le rapport au temps. Voilà. Je vous donne des trucs comme ça, mais voilà, je n'ai pas la solution magique, mais en tout cas, c'est des idées que je développe depuis un moment. On va reprendre, on va prendre 2 questions. Okay. On va prendre 2 questions maintenant et après on va basculer sur la 3e partie. On finira, s'il nous reste un peu de temps, avec des questions. Okay. Bonjour, merci beaucoup pour l'intervention. Je suis Souba, la fondatrice de l'association écoféministe Les Impactrices, pour promouvoir la place des femmes dans la transition écologique. Je vous dis ça parce que ma question est en lien. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, les femmes restent du coup les plus exposées, les plus vulnérables face aux crises, qu'elles soient écologiques, qu'elles soient sanitaires avec le Covid ou voire économiques. Du coup, ma question, c'est quelle est leur place ou comment elles peuvent prendre leur place dans ces enjeux économiques pour justement que ça ne se fasse pas sans elles, les solutions, et de ne pas finir un peu comme la mère de Adam Smith avec le dîner. La mère d'Adam Smith. Moi, c'est encore plus subversif, c'est-à-dire que je pense que les femmes peuvent être à l'origine des transformations économiques, parce que pour le coup, il y a moins de batailles culturelles à faire vis-à-vis d'elles, vu que l'essentiel des femmes sont socialisées quand même sur des valeurs du soin, de l'éducation, de la coopération, etc. Et ça se transcrit de manière économique. Hein. Il y a le World Economic Forum qui a rendu un rapport sur le leadership quand elles sont à un niveau assez élevé, hein, donc en première ministre, PDG d'une grande entreprise, etc. Le leadership des femmes, et notamment le leadership des femmes pendant la crise du Covid. Et c'est extrêmement intéressant de voir comment les femmes ont géré cette crise-là. Il y a l'exemple de Jacinda Ardern, l'ancienne première ministre de Nouvelle-Zélande, il y en a beaucoup d'autres, et qui ont géré cette crise tout de suite avec une décision ferme. Je vous disais tout à l'heure, on prend une décision, genre on ferme, on protège les gens déjà. Déjà on protège, on ferme, on arrête tout, alors qu'elle se faisait démonter par le milieu économique, hein, quand elle a pris cette décision avant tout le monde, etc. Elle ferme et ensuite on met en place de la coopération pour s'assurer que, effectivement, pour les différentes parties prenantes de la société, le secteur économique, le secteur hospitalier, les citoyens, les résidents, ce soit effectivement fait de manière, pas les mettre en risque. Voilà. Et donc je pense qu'effectivement, par cette socialisation, les femmes, notamment parce qu'elles ont un rapport aussi très proche avec le vivant pour plein de raisons, sont capables effectivement de réfléchir à des solutions simples, court terme, qui nous permettent de faire une transition en douceur, et ne sont pas dans cette espèce de rêve très croissantiste, n'ont pas été formées de cette manière-là en tout cas, et sont capables effectivement de repenser la société. Par contre,
ça nécessite de réfléchir à la gouvernance, à la manière effectivement dont les femmes ont un impact fort dans la gouvernance. Alors, il y a un mythe qui dit qu'on met une femme dans un endroit, ça ne change rien. Ça, c'est un mythe, parce que beaucoup de... Même moi, je l'ai dit pendant un moment, hein, parce que beaucoup de féministes n'ont pas nécessairement envie qu'on dise que juste on met une femme dans un milieu économique libéral, c'est bon, c'est la panacée. Et parce qu'effectivement, elle va avoir tendance à agir de manière mimétique pour pouvoir effectivement avoir des responsabilités qui augmentent. Ça ne change pas rien. Les études, elles montrent que ça change des choses. Alors, ça ne change pas radicalement, mais ça améliore le niveau de coopération, ça améliore la prise en compte d'autres facteurs que le facteur croissant pur. D'ailleurs, il y a des travaux de Carol Gilligan qui est assez intéressant sur justement la morale féminine et la morale masculine. Et la manière dont c'est pas un jugement, encore une fois, hein, c'est un état de fait culturel, une manière d'éduquer qui fait que la morale masculine, elle est très binaire, elle est très dans le principe. C'est-à-dire les hommes, ils prennent des décisions sur la base de principes, pas vous, les hommes dans l'absolu, c'est-à-dire la manière dont on a éduqué les hommes dans la société. Les femmes prennent beaucoup leurs décisions sur la base d'une multiplication de facteurs. Il y a des expériences sociologiques qui ont été faites, hein, qui ont permis de démontrer ça. Et du coup, la morale féminine, elle est plus complexe, elle est plus interdépendante, et parfois, elle peut faire que la décision se prend un peu plus de temps. Alors que la morale masculine va être très pragmatique, très basée sur une relation binaire, oui, non, et c'est une morale de principe qui fonctionne beaucoup plus facilement d'un point de vue sociétal, parce qu'une morale complexe, c'est beaucoup plus compliqué, hein, finalement, à faire opérer, mais je pense qu'en fait on va avoir besoin de ce niveau de complexité, de ce niveau de coopération, parce qu'aujourd'hui on est bloqué dans la transition écologique par cette morale binaire. C'est ça qui nous bloque. C'est d'un côté il y a ceux qui disent ça, et d'un côté les autres. Et en fait on n'arrive pas à en sortir. Et c'est exactement le moment, peut-être qu'on en aura besoin, hein, parce qu'à un moment il va falloir... voilà. Mais en tout cas c'est exactement le moment dans lequel on a besoin d'éduquer les gens de cette manière-là, et dans lequel on a besoin effectivement d'avoir des personnes capables d'être dans cette évaluation de la complexité de ces différentes parties prenantes pour pouvoir agir. Parce que là, la morale binaire ne nous fait pas agir, elle nous fait juste stagner, en fait. Donc, voilà, je pourrais parler tellement longtemps de ce sujet, mais quelques éléments de réponse. On va juste continuer sur la dernière séquence pour se laisser temps de passer en revue les différents sujets, et puis on reprendra les dernières questions à l'issue, ne vous inquiétez pas. Je voulais qu'on revienne quand même un petit peu sur les réponses qu'on peut apporter à une échelle plus locale, à une échelle individuelle, parce que dans la discussion, dans la conversation, on a parlé de l'État, on a parlé de l'Europe, on a parlé de ces niveaux un peu macro, mais finalement, est-ce que sur un échelon plus local et tel que la ville, est-ce qu'il y a des choses en fait qui sont intéressantes, sur lesquelles il faudrait peut-être travailler davantage? Vous avez mentionné notamment cette création des imaginaires. Est-ce que c'est pas à l'échelon de la ville en fait, et c'est pas là où on vit, là où on habite, là où on travaille? Est-ce que c'est pas cette échelle-là aussi qui devrait intervenir pour aider en fait cette situation? Alors, je suis pas une experte de la ville. Enfin, c'est une dimension que je préfère le dire, que j'ai pas vraiment travaillé intellectuellement, et même voilà. Par contre, là où j'ai une expérience de la ville, c'est notamment avec toutes les entreprises qu'on a financées, qui elles préfigurent en fait le monde dans lequel on voudrait vivre d'une certaine manière. Donc effectivement, la ville, c'est quoi? C'est un tableau du monde dans lequel on veut habiter. Donc si effectivement la ville, elle représente pas ce tableau-là, c'est-à-dire si on a des poubelles qui tombent et un système de recyclage qui fonctionne pas, on va pas croire en fait à ce système de recyclage. Si on n'est pas capable de remplir ses gourdes à la gare, c'est quand même une dinguerie. Nulle part à Paris on peut remplir nos gourdes, enfin dans peu d'endroits, pardon, je parle des experts de la ville, mais en tout cas quand je marche jusqu'au travail où je vais vous rendre mon train, je suis en mode où que je vais mettre, enfin voilà, donc à un moment c'est voilà. En fait, si la ville elle s'adapte pas et elle nous permet pas de faciliter nos comportements écologiques, c'est sûr que ça va être compliqué de s'imaginer un monde. Si même la ville, en fait la ville c'est quoi? C'est le mini-monde pour nous, individus. Et donc la ville, elle doit effectivement préfigurer ces transformations et montrer qu'elles sont possibles. L'espace public, c'est un enjeu important aussi. Qui prend de la place dans l'espace public, qui se sent en sécurité dans l'espace public, là pour le coup en tant que femme, c'est un vrai sujet. Et ça, se sentir en sécurité dans l'espace public, c'est après se sentir en sécurité pour agir au niveau des entreprises, pour agir... Moi, les seuls moments où j'ai eu un peu peur dans mon action militante, c'est les moments où je me sentais
pas en sécurité physique. J'avais peur qu'on porte atteinte à mon intégrité physique. Et je pense que c'est un enjeu important de se dire qu'on peut prendre en fait des risques, etc. Et ouais, donc il y a cet enjeu d'intégrité physique qui est important dans la ville, cet enjeu d'accessibilité, comme je disais, des solutions écologiques, cet enjeu de la rénovation énergétique qui est un sujet essentiel. L'immobilier, c'est 50% à peu près de l'intensité énergétique française. Donc c'est le principal puits de consommation de notre énergie. Ensuite, c'est 11% l'industrie, les transports, ça doit être une vingtaine, voilà, à peu près un truc comme ça. Donc l'immobilier, c'est énorme. Donc il y a un énorme enjeu aussi que la ville, elle puisse effectivement agir sur cette rénovation énergétique et puisse trouver des financements pour le faire, etc., pour réduire drastiquement la consommation énergétique. Après, je connais jamais, moi, les mandats des administrations et tout. Donc je dis ça, c'est pas vous, c'est la ville en soi, quoi. C'est pas la mairie de Paris, c'est la ville. Voilà. Et je pense que la ville, elle doit aussi, et ça c'est un problème où elle pêche, et moi je suis parisienne et j'ai vu au fur et à mesure des années Paris devenir plus ça, un lieu de coopération et de mixité. J'ai grandi dans l'Est parisien a complètement changé et il incarne plus du tout cette mixité sociale, ce militantisme et tout dans lequel on a grandi. Et effectivement, recréer ces espaces de coopération, de mixité aussi, c'est un beau moyen de faire agir les gens parce que ça leur redonne foi en l'humanité et tout, et c'est essentiel. Voilà, un petit peu des thèmes. Mais je trouve que c'est intéressant parce que, effectivement, cet échelon ville, il reste un échelon assez accessible en fait pour tout un chacun, tout un chacune, de justement de se dire, je peux peut-être demander des choses au niveau de la ville, je peux intervenir. On est dans aussi des démocraties assez participatives. La participation citoyenne à Paris, on essaye de la pousser aussi, et donc c'est intéressant de se dire, même sur le sujet de l'économie, la transformation de l'économie, il y a peut-être des actions à activer au niveau de la ville. Et effectivement, sur une ville telle que Paris, qui a une politique climat depuis de très nombreuses années, le sujet de la finance, le sujet de l'économie reste encore quelque chose d'assez nouveau qui a été inscrit en 2018 mais qui mérite encore d'être creusé et justement de trouver quelles sont les compétences à activer et qu'est-ce qu'on peut demander. Mais on est même au-delà des compétences, il y a un positionnement de la ville et d'une capitale telle que Paris pour porter des messages aussi qu'il est important, et je pense en tant que citoyen et citoyenne de se dire que peut-être on peut réclamer aussi des choses auprès de la ville sur ces aspects-là, c'est quelque chose aussi de ne pas mettre de côté en tout cas. Oui, et puis la ville, elle incarne tellement de choses aussi. Paris, en plus, dans le monde, incarne tellement de choses. Là, il y a les JO, etc. Il y a quand même un enjeu énorme à ce qu'on... la réputation, je trouve, de la France sur ces enjeux va se jouer sur des trucs un peu bêtes, en fait. Va se jouer sur vraiment des fonctionnements. Et c'est vraiment ce rôle d'incarnation qu'a la ville. C'est-à-dire que la ville ne va pas résoudre tous les grands problèmes écologiques, mais va avoir un soft power, notamment une ville comme Paris, tellement important que effectivement, il faudrait investiguer davantage ces espaces. Absolument. Et si on focalise maintenant un petit peu plus sur l'individuel, on en a parlé au tout début, le pouvoir qu'on peut avoir sur les banques en tant qu'individu. Aujourd'hui, comment je peux, moi, en tant qu'individu, prendre part à cette transformation, imposer peut-être, du coup, est-ce que je dois changer de banque? Est-ce que je dois demander à ma banque de changer? Comment on se positionne et qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, en tant qu'individu? Nous, on essaye de vraiment, en tout cas avec les entreprises que j'ai cofondées, c'est vraiment notre travail, c'est de se dire comment on change tout ce secteur, comment on permet à l'individu de transformer ce secteur. Donc les deux solutions qu'on a trouvées, mais il y en a plein d'autres, et je peux aussi en citer d'autres, c'est d'un côté effectivement de revenir à l'utilité de la finance. Donc l'utilité de la finance, c'est financer des projets qui sont durables dans le temps, qui nous permettent de trouver des réponses à la transition écologique, à la mobilité, au textile, voilà. Nous permettre demain d'avoir accès à des services, des biens, des modes de consommation qui sont parfaitement alignés avec les enjeux de transition sociale et écologique. Donc ça, c'est une première brique. Après, notre problème, c'est que ça reste un investissement qui est qui est quand même assez risqué, quoi. C'est pas un livret A, vous ne pouvez pas prendre l'argent, le remettre, etc. Donc ça reste que pour une partie, on va dire, de votre portefeuille. Ensuite, il y a une deuxième solution qui est de se dire, avec tout ce que j'ai comme autre produit financier, comment je peux réaligner par rapport à mes valeurs. Sauf que c'est une énorme boîte noire, on ne comprend rien. Si un produit financier est un paquet de gâteaux, ce serait juste un écran d'iPhone éteint. Voilà. Donc,
Du coup, il faut se poser la question de comment on redonne l'information déjà pour permettre l'action. Si on n'a pas d'infos, on ne peut pas agir. Donc, on a développé cet outil, Rift, qui permet déjà de scanner ces produits d'épargne, de comprendre ce qui se cache derrière, quelles entreprises, quel impact sur le climat, quel impact sur la biodiversité, etc. Et derrière, de se dire, peut-être que ce produit, il n'est pas adapté parce que moi, je n'ai pas ces valeurs-là, et je vais essayer d'aller trouver d'autres produits plus adaptés à mes valeurs, donc en fournissant l'information sur d'autres produits. Ça, c'est ce que fait Rift. Maintenant, pardon, c'est une application, du coup. C'est une application mobile. Okay. Oui, vous pouvez télécharger avec vos iPhones ou vos Android, ou vos Huawei et tout. Ensuite, il y a un mode d'action plus collectif, parce que la finance, finalement, ce qui fonctionne réellement, c'est les modes d'action collectifs. Parce que individuellement, on n'est rien face au grand système. À tous, on est 80% des... Je projette, mais c'est ça. On est 80% du capital des plus grandes entreprises internationales. Donc c'est quand même il y a un enjeu révolutionnaire et démocratique hyper fort dans le secteur financier qui n'est pas investigué parce que pour mille et une raisons, on n'aime pas, c'est sale, on comprend rien, ciao. Mais c'est un espace qu'il faut investir. Comme on investit la démocratie, il faut investir le secteur financier. Vraiment, c'est là qu'on voit les impacts les plus forts et les plus systémiques. Et donc, nous, on a organisé, avec, d'ailleurs en s'alliant, en coopérant avec des ONG, des activistes, des entreprises, etc., on a organisé beaucoup d'opérations collectives pour que les individus, tous ensemble, exigent des transformations à travers la finance, utilisent leurs droits en tant qu'épargnants. Donc, on a organisé une opération vis-à-vis de Total Energy, comme je vous disais tout à l'heure, pour que les particuliers demandent à leur banque de voter contre les projets climaticides pour des trajectoires à 1,5 degré. On organise des opérations aussi pour que les particuliers demandent de la transparence sur des produits, pour qu'ils fassent remonter des controverses. Là, typiquement, récemment, il y a effectivement eu le Black Friday, donc ça a été l'occasion pour nous de parler des mobilisations au Bangladesh, des travailleurs et travailleuses qui demandent juste vraiment des choses mais qui font mal au cœur, genre des revalorisations de salaire, mais voilà, minimes, qu'ils n'arrivent pas à obtenir. Et en fait, finalement, qui produit dans ces usines-là des marques françaises, internationales, qui sont présents dans à peu près 36% des produits financiers distribués. Donc, indirectement, beaucoup de gens ont participé à cette campagne pour faire connaître ce problème à leurs banques et essayer qu'elles aient un impact auprès de ces entreprises. Voilà, donc on arrive à monter des opérations comme ça, ciblées sur différentes entreprises pour que, avec l'épargne, on puisse avoir un impact sur les décisions qui sont prises. Donc ça, c'est une méthode. Et aussi, l'autre méthode qui est importante, et ce qui marche très bien, c'est juste de former les gens. Je vous jure, en fait, on a des impacts extrêmement forts à travers la formation, la production de contenu, en fait, de faire des individus, des militants sur ces enjeux financiers. Au début, on a l'impression que notre scope il est hyper limité. Et après, au fur et à mesure, on se rend compte qu'on a plein de leviers d'action. Dans son entreprise, par exemple, en tant que salarié, tous les salariés d'entreprise ont des plans d'épargne salariale. Ça veut dire des trucs de partage de bénéfices qui sont des obligations où l'État a forcé les entreprises, à partir d'une certaine taille, de partager leurs bénéfices avec leurs salariés. Et cet argent est placé sur des plans d'épargne salariale. Ça, c'est automatique dans les grandes entreprises. Je ne sais pas si vous êtes salarié de grandes entreprises, mais voilà, en tout cas, vous avez ça. Peut-être vous savez ce que ça finance, peut-être vous ne savez pas. Et avec ça, vous pouvez exiger que votre entreprise, elle fasse attention à la manière dont c'est investi, elle décide de sortir de telle entreprise, elle décide... Voilà, donc finalement, l'épargne, la finance, il y en a un peu partout au quotidien. Et c'est donner aussi les outils d'action et les outils de compréhension qui fait que l'individu est ensuite capable aussi de s'organiser au-delà même de notre application, dans toutes les sphères de sa vie économique. Donc tout ça, on peut retrouver, via Rift, en tout cas, on a de la matière justement pour se former, pour s'informer. Pour agir. Pour agir aussi, ok. Ouais, pour agir, pour avoir l'info, pour... Ouais. Super Rift. Et puis, le deuxième niveau aussi que je vois, c'est on a parlé de ces entreprises à impact. En fait, comment on les soutient à titre individuel? Est-ce que moi, j'ai besoin d'avoir des certains moyens pour pouvoir les soutenir ou pas nécessairement? Est-ce que toute seule, c'est possible? Est-ce que je dois rejoindre un collectif? Comment ça peut se passer? Déjà, soutenir une entreprise, c'est déjà consommer dans cette entreprise plutôt que dans une autre. C'est sûr qu'il y a encore des enjeux de compétitivité déloyale, où il y a effectivement des produits moins chers que d'autres,
parce qu'il y a une primo-vis, donc je n'ai pas parlé du concept, mais c'est un peu tout ce que je vous dis depuis le début, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est un acteur économique, on a tout intérêt à faire les choses mal. Tout est fait pour qu'on fasse les choses mal. Tout est fait pour qu'on utilise des matières premières désastreuses pour l'environnement parce qu'elles ne nous coûtent pas cher. Tout est fait pour qu'on précarise l'emploi un maximum parce qu'en fait, en termes de performance économique, on n'arrive pas à s'y retrouver. Tout est fait pour qu'on digitalise un maximum de choses, etc. Enfin, tout. En tant que dirigeant, on est poussé vers, entre guillemets, ce vice, pas poussé vers la vertu. C'est parce que c'est plus cher de faire les choses bien que les choses mal. Voilà, vraiment, c'est très simple. Et du coup, nécessairement, ça se ressent dans le prix. Ça, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Mais malgré tout, je pense que c'est un mode de consommation différent, mais que, je sais pas, acheter ses jeans chez 1083 ou ses t-shirts chez Loom, au final, c'est plus pérenne. Parce qu'ils ont fait des tests, vous pouvez les laver 100 fois et le t-shirt reste pareil. Dans la fast fashion, c'est clairement pas le cas. J'ai consommé de la fast fashion pendant longtemps, ce n'est pas le cas. Donc vraiment, il n'y a pas de... Voilà. Donc il y a un préjudice, en fait, même à consommer de manière mal, à avoir des services désastreux. Donc je pense qu'en tant qu'individu, déjà, le fait de soutenir ces activités économiques-là, c'est important. D'utiliser les outils qui sont à vos dispositions, c'est important. Effectivement, faire ce travail de pédagogie et de transmission en permanence, c'est important. Et d'incarner aussi les choses, c'est-à-dire d'essayer de nous-mêmes nous poser la question. C'est souvent un problème de beaucoup de milieux. On est entre nous, on peut se le dire. C'est aussi un problème de certains milieux militants, même dans lesquels j'ai évolué. On n'incarne pas toujours ce qu'on défend. Et c'est pas qu'une question de climat, quoi. C'est une question de soutenir l'activité humaine sur Terre, c'est une question de se soutenir en tant qu'individu. Donc, faut incarner ça dans sa vie, quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Faire de la valeur du soin une valeur fondamentale. Après, on est tous imparfaits, toutes imparfaites, on peut pas tout faire. Mais voilà. Ensuite, vous pouvez rejoindre quel collectif? Il y a quoi comme collectif? Il y a beaucoup de collectifs écolos, le réseau Action Climat, tout ça, vous connaissez. Vous pouvez travailler dans une boîte qui fait les choses bien. Vous pouvez vous-même, et ça, moi, je milite pour un regain du syndicalisme aussi chez les jeunes, parce que ça a été pas mal abandonné et c'est très diabolisé dans beaucoup d'entreprises. Je sais que j'ai beaucoup d'amis dans des grandes entreprises qui ont peur de se syndiquer. Alors que c'est génial, c'est participer à la vie d'entreprise de syndiquer. Donc il faut militer pour que le syndicalisme ne soit pas vu comme quelque chose qui va juste te faire t'arrêter dans ta carrière ou te mettre en risque vis-à-vis de ta direction, quoi. C'est un outil de mobilisation dans l'entreprise qui est extrêmement important. On ne peut pas toutes et tous travailler dans des entreprises alternatives. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans des grandes structures. À travers le syndicalisme, ils peuvent s'engager, à travers la mobilisation, engager leurs collègues. Voilà. Merci Eva. Je vous propose qu'on reprenne des questions. Il y en avait par ici. Ça, vous n'êtes pas trop KO? Bonsoir. Moi, je suis là. Justement, en fait, je vais peut-être revenir sur un côté un peu binaire ou j'en sais rien, un peu trop masculin, j'en sais rien, moins complexe, mais en fait, peut-être un peu plus pessimiste, mais voilà, vous dites qu'on a fait des progrès sur certains indicateurs économiques, etc. En fait, si on sort un peu de Paris, de la France, et qu'on regarde en fait au niveau mondial, on voit en fait qu'il y a beaucoup, en fait, même en regardant en France, il y avait beaucoup de défiance vis-à-vis du système démocratique. Il y a pas mal de pays, notamment en fait, un pays, la Chine, qui a pris une avance en fait considérable sur les énergies renouvelables, qui n'est pas forcément pour le modèle démocratique, en tout cas qui pousse pas en fait vers un domaine démocratique. Et en fait, on a une crise écologique en fait qui, comme vous l'avez dit, en fait, nécessite une redéfinition en fait des indicateurs économiques, donc vers une économie du care, et qui nécessite en fait une action mondiale en fait, que tout le monde soit en fait aligné. Donc ma question en fait, ce serait un peu en fait comment réconcilier économie et crise écologique, mais comment on fait en fait pour avoir en fait sortir de cette société qui fonctionne en fait sur des indicateurs de compétitivité, de rapport de force, pour aller vers justement une société où on a des nouveaux indicateurs, et comment en fait comment on fait pour les changer, avoir ces nouveaux indicateurs, ou alors est-ce qu'il faut les imposer avec des rapports de force en fait.
Voilà, c'est une question assez complexe. Voilà. Mais voilà, je pense que c'est... on ne peut pas penser économie et écologie sans prendre en compte la mondialisation, en fait. Et c'est ce qui ralentit, en fait, vraiment, à mon avis, la transition écologique, quoi. Voilà. Merci en tout cas pour la conférence. Merci. La question la plus complexe à la fin. Non, je rigole. Dans votre question, il y a deux questions pour moi. Il y a la question de comment on impose une transformation de la société. Est-ce qu'on doit forcément l'imposer dans la violence, dans la dictature, etc. Parce qu'en fait, quand on est dans un modèle démocratique, d'une certaine manière, on n'arrive pas à prendre des décisions. J'ai vu un peu ça. Enfin, comment on impose tout ce débat autour de la dictature verte, est-ce que c'est ça qu'il faut? Ou est-ce qu'il faut par un moment une mise en application radicale de certaines choses? Est-ce qu'on ne doit pas être dans un rapport de force nous-mêmes vis-à-vis du système actuel pour le changer? Donc il y a cette question-là. Et il y a la question de la mondialisation et comment on fait de la transition dans la mondialisation. La question du rapport de force, c'est une question hyper importante, mais que moi j'ai résolue il y a déjà très longtemps, quand j'ai compris que de toute façon, on n'avait pas les cartes, les cartes du rapport de force. Je veux dire, on n'a pas autant d'argent, on n'a pas autant de pouvoir, enfin entre guillemets, hein, moi je me suis dit ça d'un point de vue individuel, mais même des gens qui militent. Donc il faut jouer avec d'autres armes en fait. C'est pas les mêmes armes avec lesquelles on peut jouer. Donc bien sûr, moi j'essaie de collecter des fonds pour rééquilibrer le rapport de force, mais au final, c'est quoi? Ça fait 10 ans, on a collecté 140 millions. Finance mondiale, est-ce qu'on t'en milliers de milliards? Bon. Donc, il faut jouer avec d'autres cartes, avec des cartes culturelles, avec du soft power. Et la mondialisation nous a montré qu'une des principales cartes de réussite et de déploiement d'un système économique, ça a été le soft power. Ça a été justement ce qu'on transmet à travers dans l'espace culturel. Quel modèle de vie on défend, quelles sont les valeurs qui dominent une société, etc. Donc je pense très honnêtement que c'est ça le rapport de force qui fonctionne, et c'est ça le rapport de force qui a fonctionné dans toutes les victoires que je vous ai présentées avant. Ça n'a jamais été qu'on avait plus d'argent, ça n'a jamais été qu'on y a été avec les fusils, ça n'a jamais été ça. Donc je ne vois que ça en fait, comme possibilité. Et donc là on a un rôle à jouer, et là c'est enthousiasmant. Maintenant sur la mondialisation, je pense qu'on peut repenser la mondialisation de nos économies sans tomber dans un protectionnisme guerrier, entre guillemets. Parce que c'est ça. Quand on protège son économie, quand on arrête les flux, on coopère plus, on dépend plus les uns des autres. Et là, il se passe d'autres choses. Donc, je n'ai pas la réponse à tout, mais je pense qu'il y a une sorte de protectionnisme sain, c'est-à-dire notamment avec tout ce qui se met en place en ce moment sur la taxe carbone, etc., de revaloriser ce qui est économiquement aujourd'hui trop cher et d'essayer de faire payer ceux qui produisent mal, tout ce qui est importé, etc. Donc le système de taxe carbone un petit peu aux frontières de l'Europe, c'est un modèle que personnellement je trouve très positif et qui a des impacts concrets en fait, sur d'ailleurs le prix des produits qui sont produits dans les frontières européennes, qui sont produits de manière responsable, etc. Mais il faut aller très loin dans cette conditionnalité. Il faut pas aller juste sur le fait de refermer les frontières. Il y a du charbon produit au Danemark, en Pologne. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que c'est en Europe que c'est forcément bien. Mais il faut vraiment conditionner à des objectifs écologiques, sociaux, etc. Le système de taxation, ça, c'est un moyen de faire de l'écologie protectionniste d'un point de vue économique, mais en même temps de repenser la coopération internationale et comme de ne pas l'arrêter du tout, parce que de toute façon, on ne peut pas tout faire en Europe. Enfin, la mondialisation a quand même ça de bien que de réfléchir à qu'est-ce que chacun peut s'apporter, et quand on peut tous apporter quelque chose, on a tendance à pas se taper dessus. Si on arrête de s'apporter des choses, on va se taper dessus. Enfin, c'est évident. C'est évident. Et le problème climatique est un problème international et universel. Donc c'est justement sur la base du problème climatique qu'on peut repenser la coopération internationale. De deux, il y a tout le problème en plus de la dette climatique, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un enjeu extrêmement important, qui politiquement doit être sur lequel on doit vraiment agir. Et moi, je défends souvent le système d'extracteurs-payeurs au niveau international, c'est-à-dire que tous ceux qui ont extrait de la ressource, qui ont consommé des ressources énergétiques, doivent être ceux qui réparent, qui atténuent les catastrophes naturelles, vécues dans des pays dans lesquels ils ont extrait la ressource. Parce que vous savez les chiffres, je ne sais pas, mais
50% de la ressource et de l'impact écologique, il a été produit par 12% de la population mondiale. 50% de la dette des pays en voie de développement vient de l'atténuation aux catastrophes climatiques, etc. Donc il y a cet enjeu dans tous les cas de coopération saine. Parce que je ne vais pas vous faire du Jean Covici, il faudra écouter Jean Covici pour vous dire ce qui se passe si jamais on n'atténue pas les catastrophes climatiques. Démocratie, fini, guerre, migration, on va tous crever. Il a raison. Et en fait, cette peur-là, c'est exceptionnel la manière dont il l'anime. Et je pense que c'est à travers aussi ça qu'on peut aussi se rendre compte que cette coopération, elle est obligatoire à la transition. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Juste pour que je me rende compte, par ici aussi, deux questions. Oui. Oui. Allô? Oui. Ah, pardon. Allez-y, oui, c'est par là. Quels sont, est-ce que c'est possible de partager vos priorités, vos combats, les combats sur lesquels vous allez prioriser vos actions dans les peut-être années à venir, trois prochaines années, et en expliquant peut-être ce qui évolue par rapport là où vous accentuez vos efforts et peut-être là où vous les diminuez. Et quand vous dites on, c'est Lita et Rift ou il y a d'autres choses Moi, j'ai toujours on. Parce que je travaille avec des gens tout le temps, avec mes collaboratrices qui sont là. Justement, du coup, dans vos différents projets, en fait, pour savoir oui. Où on peut aussi aller en priorité, quoi. Oui, absolument. Moi, mes priorités, elles changent tout le temps, mais là, quand même, la trajectoire que je me suis fixée, c'est quand même de toujours soutenir, mais c'est en cours, le développement de ces solutions à très grande échelle et de la transition des grandes entreprises européennes, etc., pour montrer qu'il y a une voie économique qui est désirable. Donc ça, c'est ce que fait l'ITAR, etc. Mais là, je suis vraiment en train de travailler sur... donc, je travaille sur un podcast, un bouquin, etc., sur cette question de l'économie du care, pour travailler davantage sur la bataille culturelle qui est liée à l'économie. Parce que, finalement, c'est un des principaux... Enfin, tout ce dont on a parlé, c'est vraiment le frein le plus important, quoi. Là, je parle avec Olivier Sichel, le directeur général délégué de la Caisse Dépôt et un énorme banquier international. Ils me disent tous les deux, on a arrêté le pétrogazier, par contre, on n'arrive pas à déployer les ENR parce que personne n'en veut, les énergies renouvelables. Donc, il y a un enjeu énorme, en fait. Il y a un enjeu énorme, aujourd'hui, culturel. Et c'est vraiment sur ça que moi, je vais essayer d'agir maintenant. C'est de faire le lien entre le système économique, sa transformation, nos actions et la vie humaine, quoi. Et d'essayer de réfléchir à travailler plutôt au niveau culturel, au niveau médiatique, etc., pour agir sur ces nouveaux récits, les incarner différemment, montrer les visages qu'on ne montre jamais, et voilà, essayer de transformer notre vision de l'utilité. Ça va être un de mes gros axes. Voilà. Après, j'ai mes projets artistiques perso, mais bon. Et puis, il y a plein de gens qui agissent, quoi. Il y a plein de gens qui agissent. Moi, je pense que là, le mouvement Impact France a atteint un niveau où il peut vraiment avoir des impacts très forts sur les décisions économiques. Donc, je pense que si vous êtes entrepreneur, dirigeant dans des entreprises, il faut vraiment investir cet espace-là. Et puis, toujours la mobilisation collective à travers Rift qui fonctionne super bien. J'aimerais bien qu'Rift mène demain le Wikipédia de la donnée sur l'épargne, quoi. Que ce soit disponible partout dans le monde et que les campagnes collectives qu'on menait, je ne sais pas, avec les Européens, on puisse les monter avec les Américains. Si par exemple on a des épargnants partout dans le monde qui votent des décisions pour transformer les grandes entreprises, ce serait exceptionnel. En termes de transformation, est-ce que ça pourrait créer? Donc tout ça aussi, c'est bien. Voilà. On va prendre une dernière question. Il y avait une main levée par ici. Oui. Bonsoir, merci pour cette conférence. Je vais revenir peut-être à des questions un peu plus financières qui m'intéressent particulièrement, on va dire. Je me demandais, en fait, beaucoup d'acteurs de l'investissement dans la scène internationale et française mettent en avant le fait d'investir ou de mettre de l'argent dans des projets qui ont à la fois une rentabilité et une utilité sociale.
Et je me demandais, peut-être d'ailleurs, vous avez déjà évoqué quelques pistes, mais est-ce que vous pensez que ces deux points-là sont conciliables, ou est-ce qu'il faut réinventer aujourd'hui l'équation rendement-risque et comme vous le disiez, inventer une nouvelle voie, et que serait cette nouvelle voie? Souvent, c'est un refuge aussi, hein, la manière dont ils présentent ça. C'est-à-dire que il y a énormément... Pardon, j'essaie de répondre justement à la question. Il y a, avec ma fatigue là, de 2 heures d'échange, il y a énormément d'irrationnel dans les décisions d'investissement. Il y en a toujours eu. Quand les acteurs financiers ont décidé de financer des innovations, ils ne savaient pas nécessairement quelle allait être la pérennité économique de ces investissements. Toute la bulle financière qui a financé le début d'Internet, le début d'énormément d'innovations de rupture, c'était une décision super risquée en soi. Dans le couple rendement-risque, justement, il y avait une option de rendement très importante, mais un risque quand même très important, finalement, parce que c'était des solutions qu'on ne connaissait pas avant, et un monde d'hier qui n'était plus le monde de demain. Et c'est exactement pareil sur les enjeux de transition. Mais ce qui me désole, c'est que ce n'est pas la même chose qui s'opère. Donc c'est bien qu'il y ait un problème idéologique, parce que c'est pareil, on sait que le monde de demain nécessite une économie qui respecte l'environnement, qui est alignée avec un réchauffement 1,5, je veux dire, on en est persuadé, on le sait. Et pourtant, on n'arrive pas à effectivement engager ces personnes dans du financement très risqué, de solutions effectivement, dont on n'a pas le passif, quoi. Donc c'est pour ça que la réglementation a un rôle à jouer. Je pense qu'il faut aussi aller convaincre les investisseurs, qu'il faut ringardiser le VC, c'est-à-dire ringardiser les investisseurs traditionnels dans le capital risque, parce qu'ils sont un peu ringards, franchement. Et qu'il faut effectivement que les gens qui travaillent dans ces structures-là investissent ces structures pour rediriger les investissements. Et très honnêtement, quand on regarde les chiffres aujourd'hui, on peut aussi les rassurer avec des chiffres, hein. Si on regarde les chiffres, le milieu de l'investissement dit durable dans des solutions écologiques et sociales, il se porte mieux que le milieu du VC traditionnel, hein. Donc, on a même une preuve que ces solutions-là d'investissement, elles sont beaucoup plus pérennes que les solutions traditionnelles. Donc, on peut rebasculer ce couple rendement-risque, etc., et agir culturellement. Voilà. Donc avec des chiffres concrets, avec des exemples concrets, je pense qu'on peut agir à transformer les mentalités des investisseurs aussi. Merci beaucoup Eva d'avoir partagé vos réflexions. Merci beaucoup, j'espère que j'ai pas parlé trop vite et tout. Pardon, j'espère que j'ai pas parlé trop vite. Je suis désolée. Ok, merci. Merci à toutes et tous d'avoir participé à cette conversation. On se retrouve bientôt pour une prochaine conversation autour de la biodiversité. On vous renverra les informations. Encore une fois, merci beaucoup Eva. Ouais.